Bien, bonjour. Donc dans ce nouveau cours, on va étudier les séries de Fourier. Et donc pour commencer, je voudrais faire un petit warning. C'est pas un cours d'analyse de Fourier à proprement parler. On va pas rentrer dans tous les détails, très loin s'en faut, des séries de Fourier. Et on va même pas parler des transformés de Fourier à ce stade. On va juste picorer le nécessaire des éléments qui sont utiles pour résoudre des équations en dérivée partielle. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, alors évidemment, on va quand même apprendre à calculer des séries de Fourier, toutes ces choses, mais on ne va pas en voir les subtilités, voir comment ça peut s'étendre à différents domaines de la chimie ou de la physique. Voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste la méthode mathématique des séries de Fourier pour la résolution des équations dérivées partielles. Donc, je voulais bien prévenir là-dessus. Euh, Après cette seule heure de cours, il ne faut pas estimer que vous avez été initié aux séries de Fourier de façon, enfin, à l'analyse de Fourier de façon sérieuse. C'est vraiment juste des trucs calculatoires en quelque sorte, mais hyper importants pour la suite de ce qu'on va faire. Bon, on va d'abord voir toute une série de définitions, de rappels qui vont être nécessaires pour bien comprendre ce qui va se passer par la suite sur les séries de Fourier. Donc on va consacrer peut-être 10-15 minutes à ça, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet, mais c'est nécessaire pour bien situer les choses. Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas dramatique. D'une part, il y aura des illustrations qui vont venir un peu plus tard dans le cours, qui vont peut-être clarifier certaines idées. D'autre part, c'est pas nécessaire d'absolument tout comprendre parfaitement dès le début. On peut avancer avec une compréhension partielle. Il ne faut pas s'en affoler du tout. Ok, donc première notion qu'on va voir, c'est la notion de fonction continue par morceau. Et donc, on va d'abord devoir définir ce que c'est que la continuité, pour se rappeler un peu de ces choses-là. Et pour définir la continuité, on a besoin de définir les limites, entre guillemets, à gauche et à droite. Et on se donne une notation pour écrire ça de façon plus facile. Donc, quand on écrira f de x0 plus, ça c'est une notation rapide pour dire qu'on considère la limite pour x qui tend vers x0 par valeur positive, par valeur supérieure. Donc ça veut dire qu'on prend la limite d'une fonction en un point x0 en arrivant par la droite, si vous voulez. Donc par exemple, si on prend une limite de f en 2, on considère une limite en arrivant par f de 2,1, de 2,01, 2,001, etc., etc. Et donc on tend vers f de x0 par valeur supérieure. Et donc ça veut dire limite de f de x quand x tend vers x0 par valeur supérieure. Et là, le complémentaire, c'est la limite à gauche, si vous voulez. C'est f de x0 moins. C'est la limite pour x qui tend vers x0 par valeur inférieure. Donc, si on considère toujours une limite en 2, ça veut dire qu'on considère que x prend la valeur 1,9, 1,99, 1,999, etc. en se rapprochant toujours de plus en plus de 2, mais par valeur inférieure. Et donc ces deux notations-là vont être pas mal utilisées par la suite, donc c'est bien d'avoir en tête leur signification. Ok. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue en un point x0? C'est une fonction f pour laquelle f de x0 plus, donc quand on s'approche par la droite, la limite à droite est égale à la limite à gauche et est égale à la valeur au point donné en question. D'accord. Donc si ces deux égalités, en fait, ou ces trois égalités sont satisfaites, f est dit continue en x0. Si une ou l'autre de ces égalités n'est pas satisfaite, la fonction est donc discontinue dans ce cas-là. Voilà. Donc c'est une première définition de la continuité qui nous permet de dire qu'une fonction est continue en un point donné si ces égalités sont satisfaites. Néanmoins, il y a plusieurs façons de se retrouver dans une situation où elles ne sont pas satisfaites, et ça va nous donner différents types de discontinuités. On va d'abord voir les discontinuités de première espèce. Dans ce cas-là, la fonction est discontinue en x0, mais f de x0 plus et f de x0 moins, donc ces deux limites à droite et à gauche, existent. Dès lors que ces deux limites existent, ça veut dire qu'elles existent d'une part, la fonction peut être définie comme tendant vers cette valeur, et d'autre part, ces limites sont finies. On va avoir affaire à des discontinuités de première espèce. Il y en a de deux catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle les discontinuités apparentes, donc c'est le cas qu'on a dessiné ici. C'est le cas où en fait f de x0 plus, donc à droite, est égal à f de x0 moins, donc la limite ici par valeur négative tend vers une valeur qui est la même que quand on tend par valeur positive. D'accord. En revanche, f de x0 prend une valeur complètement différente de ces deux limites. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une discontinuité apparente. Mathématiquement, quand on intègre, elle ne va même pas se manifester au niveau de l'intégrale, elle n'aura pas beaucoup d'épaisseur, si je puis dire.
C'est le cas de le dire. Ensuite, on va avoir une autre situation qui est la discontinuité de saut. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une situation où la limite à droite est différente de la limite à gauche, mais les deux sont finis. Donc on voit qu'effectivement, dans ce cas-là, vous voyez que la limite par valeur inférieure vaut ici, mettons que ce soit 1, et là, mettons que ce soit 1,5 pour la limite à droite ou par valeur supérieure. Et on voit donc qu'il y a un saut entre les deux, il y a une discontinuité, qui pour le coup n'est pas apparente, c'est une discontinuité de saut. Voilà, donc les deux limites sont finies, et là, quelle que soit la valeur de x0, en quelque sorte, on s'en moque, ce qui compte et qui est très important, c'est cette réalité-là. Et finalement, la deuxième grande catégorie de discontinuité, c'est les discontinuités de deuxième espèce, ou qu'on appelle aussi des discontinuités essentielles. C'est le cas où bien soit une limite n'existe pas, f de x0 plus ou f de x0 moins n'existe pas, par exemple racine de x en 0, vous ne pouvez pas définir sa limite à gauche, sa limite par valeur inférieure, parce que les valeurs inférieures de x en 0, c'est les valeurs négatives qui ne sont pas définies pour la racine, en tout cas tant qu'on reste dans l'ensemble des réels. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a juste pas de limite à gauche, et la fonction est complètement discontinue de ce point de vue-là. Et l'autre possibilité, c'est comme par exemple ce que j'ai tracé ici, c'est 1 sur x. Là, la limite à gauche et la limite à droite existent bien, pour le coup, en 0. Mais ce qui se passe, c'est que la limite par valeur supérieure tend vers plus l'infini. Et donc ça, c'est une discontinuité essentielle aussi, parce que la fonction diverge. Et par ailleurs, la fonction 1 sur x, on sait aussi qu'elle tend vers moins l'infini quand on tend vers 0 par valeur inférieure. Et donc on voit que là, les deux limites sont même franchement différentes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les discontinuités de deuxième espèce. C'est celles qu'on évitera au maximum. Celles avec lesquelles on va pouvoir travailler, ce seront les discontinuités de première espèce. On va voir ça au fur et à mesure. Ok, à partir de cette notion de continuité, on peut définir ensuite ce que c'est qu'une fonction continue par morceau. Alors morceau aurait pu mériter un x là pour le coup. Bref, c'est pas grave, qu'on va abréger en FCPM ou même en CPM, on va voir ça après. Donc ça, c'est une situation où f, sur son intervalle de définition qui va de A à B, est continue, sauf, éventuellement, en un nombre fini de points. Donc là, en l'occurrence, on voit que cette fonction qu'on a tracée ici, là, elle est continue sur tout cet intervalle, puis il y a un saut. Elle est continue sur tout cet intervalle, puis il y a un saut. À nouveau continue jusqu'à la fin du domaine. D'accord. Donc ça, c'est une fonction continue par morceau. Donc ce qui est important par ailleurs, c'est qu'il faut qu'il y ait une limite à droite à partir de A, ici à gauche, jusqu'à B exclu. D'accord. A inclus, B exclu. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une divergence sur le bord gauche du domaine. D'accord. Et de la même façon, il ne faut pas qu'il y ait de divergence sur le bord droit, donc il faut qu'il existe une limite par valeur inférieure à droite ici. Donc on peut toujours tendre vers une valeur finie quand on se rapproche du bord droit ou du bord gauche. C'est ce que nous disent ces deux lignes-là en fait. Et que par ailleurs, on puisse trouver des valeurs partout, à droite et à gauche, dans tous les autres points du domaine. Voilà. Et donc on voit que cette définition, dès lors qu'on dit qu'il faut qu'il existe une limite à droite et à gauche en tout point, ça n'exclut pas les sauts, puisque les sauts, il existe bien une limite à droite et à gauche, elles ne sont pas identiques, mais elles existent. D'accord. Donc on a le droit de les avoir. Voilà. Et par ailleurs, donc, f sera continue par morceau sur l'intervalle AB, si et seulement si elle a un nombre fini de discontinuités de première espèce, donc là en l'occurrence elle en a 2. Un nombre fini, ça veut dire 1, 2, 3, 4 ou 5, etc. ou plus, mais un nombre en tout cas qui s'arrête, il ne suffit pas qu'elle soit dénombrable, il faut que ce soit un nombre fini. Et qu'elle n'a aucune discontinuité de deuxième espèce. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui définit les fonctions continues par morceau. Par notation, par la suite, on va noter CPM AB comme ça, l'ensemble des fonctions, toutes les fonctions qui sont continues par morceau sur l'intervalle AB. Alors quelques petites propriétés, on ne va pas démontrer, il y aura beaucoup de choses qu'on ne va pas démontrer dans ce cours. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect plutôt calculatoire. Donc on se donne des outils, on essaie de les comprendre, mais on ne va pas rentrer dans les démonstrations mathématiques qui sont derrière, c'est pas l'objet, j'en serais bien incapable par ailleurs, il faudrait que je prépare un autre cours. Et c'est pas le but là. Donc ici, si f et g sont des fonctions continues par morceau sur un intervalle AB qui est le même pour les deux pour le coup, alors dans ce cas-là, alpha f plus bêta g, où alpha et bêta sont des nombres, définit une nouvelle fonction qui est également continue par morceau sur A et B. Donc quel que soit alpha et bêta, nombre réel. Ensuite, si f et g sont à nouveau des fonctions continues par morceau sur le même intervalle AB, alors f fois g est aussi continue par morceau sur le même intervalle. Et finalement, dernière propriété qui va nous être utile éventuellement, c'est qu'une fonction continue par morceau sur un intervalle AB
elle est toujours intégrable, même en valeur absolue, hein, puisque en fait dans la définition de la continuité ici, on a interdit les divergences vers l'infini, donc on aura même si on prend la valeur absolue, de toute façon on n'aura que des gentilles fonctions entre guillemets, qui restent bornées dans tout le domaine, et donc qui s'intègrent sans aucun problème en valeur absolue. Ensuite, dernière petite notion sur la continuité des fonctions, c'est les fonctions lisses par morceau. Alors, une fonction lisse par morceau, c'est une fonction d'abord qui est continue par morceau sur A et B, et dont la dérivée première est continue par morceau sur A et B. Alors, la notion de lisse en mathématiques recouvre énormément de notions, donc là, on définit bien ce que lisse veut dire dans le cadre de ce cours, hein, ça veut dire ça. La fonction est continue par morceau sur un intervalle AB, et sa dérivée première l'est sur le même intervalle. D'accord. On va noter de la même façon, de façon un peu rapide, que f appartient à lisse par morceau, l'ensemble des fonctions lisse par morceau sur l'intervalle AB. Donc ce qu'on voit, c'est que cet ensemble de fonctions est plus petit que les fonctions continues par morceau, parce qu'on a rajouté une condition supplémentaire, il y a des fonctions continues par morceau, dont les dérivées premières ne sont pas continues par morceau. On va voir un petit exemple tout de suite. Ça va donner un petit contre-exemple de cette situation. Et donc une fonction peut être continue par morceau, mais pas lisse. En revanche, une fonction lisse par morceau est forcément continue par morceau, ça fait partie de sa définition. Donc prenons un petit contre-exemple en fait pour voir un peu ce que c'est. Une fonction continue par morceau mais pas lisse. Donc ici, on considère la fonction f de x qui vaut pour les x inférieurs à 1, 2x moins 1, et pour les x supérieurs ou égaux à 1, racine de x moins 1. Donc on la définit comme ça. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en 0. Ce qu'on voit, c'est qu'en 0, cette fonction-là, elle est continue par morceau en 0, il n'y a pas de problème. En revanche, sa dérivée, la dérivée à gauche, c'est 2x moins 1, quand on la dérive, ça fait 2. Donc, la limite à gauche en 1 de la dérivée, c'est 2. C'est la valeur de la dérivée qui vaut 2, là, pourquoi elle est constante. Et la dérivée de racine de x moins 1, c'est 1 sur 2 racine de x moins 1. Donc, la limite de f' par valeur positive en 1, c'est 1 sur 2 racine de quelque chose qui tend vers 0. Donc ça tend vers l'infini. On voit que là, la dérivée première, autant f est continue par morceau, autant la dérivée première, elle a une discontinuité essentielle, elle n'est pas continue par morceau. D'accord. Et donc cette fonction-là n'est pas une fonction lisse, puisque f' n'est pas continue par morceau. Voilà, donc pour illustrer un peu le propos, ça peut faire un peu de bien, là on a eu beaucoup de définitions d'affilée, sans trop d'exemples. Il en faut, de temps en temps. Là, on va à nouveau introduire toute une série de notions sur la parité et la périodicité. Pareil, j'ai pas prévu trop d'exemples parce qu'on va en avoir par la suite. Donc si vous comprenez pas tout de suite, parce que vous dites je voudrais bien un exemple, ils arrivent mais un peu plus tard, parce que le cours est déjà un peu long. Je voulais pas le rallonger par trop d'exemples à ce stade. Mais donc si vous vous sentez un peu perdu, c'est pas grave. Si vous comprenez tout, tant mieux. Il n'y a pas de drame. Vous pourrez y revenir par la suite une fois qu'on aura vu des exemples dans le cadre des calculs de série de Fourier. Donc maintenant, on considère une fonction f dont le domaine D est ce qu'on appelle symétrique. Un domaine symétrique, ça veut dire que si x appartient au domaine, alors moins x appartient aussi au domaine de définition. C'est un domaine qui est symétrique autour de 0 en fait, c'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-là, f sera une fonction paire si f de moins x est égal à f de x. D'accord, les fonctions auxquelles on peut penser spontanément, c'est la fonction cosinus x ou les fonctions de x à la puissance d'un nombre pair, x au carré par exemple. Là, on sait que moins 2 au carré, ça fait 4, et 2 au carré, ça fait 4. Donc, on a le même résultat. D'abord, le domaine de x carré est bien symétrique, il inclut tout l'axe des réels. Et on voit que si on prend moins 2 ou 2, on a la même image par la fonction. F de moins 2, donc moins 2 au carré, est égal à f de 2, c'est-à-dire à 2 au carré. C'est bien une fonction paire. Une fonction impaire, c'est une fonction telle que f de moins x est égal à moins f de x. Donc là, à nouveau, des exemples simples, c'est sinus de x, ou x à la puissance d'un nombre impair. Bon, x au cube, par exemple. Si on prend 1 au cube, ça fait 1. D'accord. Si on prend moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc on a bien f de moins 1 qui est égal à moins f de 1. D'accord. Pour prendre un exemple simple, de façon générale, ce sera vrai pour tous les x et les moins x, pour x cube, pour x5, x7, etc. Ensuite, dernière notion hyper importante pour nous, c'est la notion de périodicité. Donc une fonction f est périodique d'une période qu'on symbolise par la lettre P ici. Si d'abord, quand x appartient au domaine, x plus p appartient aussi au domaine. Okay. Et ensuite que f de x est égal à f de x plus p. Okay. Donc voilà, donc ça nous donne la notion de périodicité. Alors ça peut même être f de x plus n, un nombre entier, fois p, qu'on peut mettre là et là. D'accord, une fonction périodique, elle se répète vraiment identique à elle-même à l'infini. Ça aurait été mieux de mettre un petit plus np.
Donc maintenant, si f est une fonction intégrable et périodique de période p, alors l'intégrale de a à a plus p de f de x dx sera égale à l'intégrale de 0 à p de f de x dx, quelle que soit la valeur de a. Okay, en fait, si on intègre une fonction périodique sur un intervalle d'intégration qui vaut sa période, on peut toujours intégrer de 0 à la période et trouver le même résultat. On peut en quelque sorte shifter les bornes d'intégration, puisqu'elles font la valeur de la période, où qu'on intègre, on trouvera le même résultat. Ça va être pratique, ça, pour aller simplifier pas mal de petits calculs à droite à gauche, donc c'est une relation importante. Ensuite, on va avoir besoin d'étendre des fonctions non périodiques, mais bornées, avec un domaine borné, à tout l'ensemble des réels et les rendre périodiques de cette façon. Donc on va appeler ça une extension périodique, on va noter ça f bar. Donc f bar, ce sera l'extension périodique de f, qui sera définie en fait. Donc ça c'est la relation mathématique, mais pour le dire avec les mains, c'est-à-dire qu'on va copier-coller côte à côte. Si par exemple f est défini de 0 à 2, et puis après elle n'est pas définie, on va faire des copier-coller de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8, de moins 2 à 0, de moins 4 à moins 2, etc. Sur tout l'axe des réels, on va reproduire comme ça, et ça va nous faire une fonction périodique à partir d'une fonction qui ne l'était pas. On va voir tout de suite à quel point c'est important pour nous. Ça. Ok, donc ça veut dire qu'on va simplement dire, on impose la période P comme étant le domaine de définition de la fonction ici, et on dit que la valeur en un point x sera égale aussi à la valeur en un point x plus np n'importe où dans le domaine de définition. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien noté mes choses là, mais bon, j'espère que vous comprenez la notion de base. On aura souvent besoin, donc c'est ce que je disais, de tendre des fonctions de façon périodique, puisque nous, nos équations de dérivées partielles, celles qu'on va regarder pour l'instant, seront définies sur un intervalle fermé, un intervalle borné, entre 0 et L typiquement, et on va avoir besoin pour les séries de Fourier de rendre ça périodique. Donc on va voir par la suite. Et ce sera vraiment important, on voit que ce sera vraiment à la base de pas mal de nos opérations. Donc maintenant, on va avoir deux autres types d'extensions qui sont les extensions paires et impaires. Et ça aussi, ça va être très important. Donc une fonction f définie sur un domaine, alors pour le coup 0L, d'accord, on pourra en faire une extension impaire sur -L, L. Donc on va noter f_imp en définissant cette nouvelle fonction f_imp, qui est son extension impaire, comme étant toujours f de x entre 0 et L, ça pour le coup on ne va pas le changer. Mais en revanche, de -L à 0, ce sera égal à moins f de moins x. D'accord. Donc si par exemple f de 2 vaut 4, ce que me dit cette relation-là, c'est que f de moins 2 vaudra f de moins 2, c'est-à-dire f de 2, c'est-à-dire 4 aussi, mais avec un moins devant, donc moins 4. D'accord. Donc on voit ici, quand on passe du côté négatif des nombres, on retrouve la même fonction, mais avec un moins devant. Voilà. Et donc c'est bien la définition d'une fonction impaire. Et de la même façon, on pourra faire une extension paire de f sur -L, L. Et donc c'est la même procédure, sauf que cette fois-ci, pour les x négatifs, on n'aura pas -f de moins x, mais f de moins x. C'est-à-dire que, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si f de 2 vaut 4, f de moins 2 vaudra directement f de moins 2, c'est-à-dire f de 2 nous vaudra 4. Donc on se retrouve bien avec une fonction où le signe ne change pas quand on traverse l'axe quand on passe du côté négatif des x. Ce qui est le propre des fonctions paires. Ok. Donc on peut, en plus de ça, étendre des extensions paires ou impaires à tout R par des extensions périodiques. D'accord. De période typiquement 2L, puisqu'on a pris une fonction dont la période était L, a priori, puisqu'elle était définie sur 0L, et puis on l'a étendue de façon paire ou impaire à -L, L, et donc maintenant, du coup, la période de cette fonction impaire ou paire, elle est 2L, et on va voir que ce 2L va revenir tout le temps. Et on va pouvoir noter ça f bar impair ou f bar pair, comme extension impair ou pair. Voilà. Donc tout ça, c'était des définitions un peu abstraites. Il ne faut pas s'en affoler si c'est pas clair. Si ça l'est, tant mieux. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave. On va le mettre en œuvre concrètement. Ok. Maintenant, on va attaquer la dernière partie préparatoire qui va nous amener franchement dans le vif du sujet rapidement. C'est la notion de fonction orthogonale. Alors pour se préparer à ça, on peut d'abord revenir simplement à des vecteurs et se rappeler ce que ça veut dire que deux vecteurs sont orthogonaux. Donc si on définit deux vecteurs u et v, qui sont tous les deux différents du vecteur nul, d'accord, on va les qualifier d'orthogonaux, et c'est une propriété intrinsèque pour les vecteurs, ils sont orthogonaux si et seulement si u scalaire v, donc le produit scalaire de u par v, est égal à 0.
On se rappelle, hein, le produit scalaire de U fois V, c'est U1V1 plus U2V2 plus U3V3 plus etc. Ça dépend de la dimension, hein, de l'espace. Si c'est une dimension 3, bah, ça s'arrête là. Si c'est un espace de dimension 6, bah, il va y avoir 6 termes, et voilà, etc., etc. On va aussi amener une nouvelle notation. Si vous avez déjà fait un tout petit peu de chimie quantique, vous avez déjà vu passer probablement ce genre de notation dans les bouquins. Peut-être pas en cours quand même, mais dans les bouquins. C'est une notation pour noter le produit scalaire ici pour l'instant de deux vecteurs. On va l'utiliser après pour les fonctions orthogonales. Et donc c'est juste pour dire produit scalaire. Donc il ne faut pas s'affoler plus que ça du sens de la chose. Donc ici on a écrit U scalaire V dans un symbolisme qu'on appelle bracket. Ça c'est le vecteur bras, ça c'est le vecteur ket dans la formation de ce produit. Je ne rentre pas dans tous les détails, loin s'en faut, et puis on ne va pas du tout voir toutes les subtilités qu'il y a derrière ça. En revanche, on va utiliser la notation parce qu'elle est très pratique, et ça permettra de gagner du temps à l'écriture. Ok. Donc les propriétés du produit scalaire, pour le coup, c'est que U scalaire lui-même est forcément positif ou nul, d'accord, et U scalaire lui-même ne sera égal à 0 que si U est le vecteur nul. D'accord. Alors il y a juste ce petit point là qui sera un peu différent pour les fonctions orthogonales, mais on va voir que tout le reste sera vérifié. Ensuite, U scalaire V est égal à V scalaire U. Il y a une commutativité de cette propriété, on peut inverser l'ordre des deux. Ensuite, on a que U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. On peut distribuer sa propriété de distributivité du produit scalaire. Et ensuite, un nombre lambda multiplié par U scalaire V est égal à lambda fois U scalaire V. Donc on peut sortir ce nombre du bracket. Alors en chimie, là, il peut y avoir des petites subtilités parce qu'on a affaire à des fonctions complexes. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais il peut y avoir des aspects un tout petit peu plus compliqués qui n'ont pas de sens pour nous pour l'instant. Donc j'y viens pas du tout, mais nous, ça nous suffit de dire ça, quoi. Puis là, pour l'instant, de toute façon, on l'écrit officiellement pour les vecteurs, donc ça pour les vecteurs, c'est tout à fait vrai directement. Et donc maintenant, par analogie, pour les fonctions continues par morceau, on va définir un produit scalaire. Donc ici, on considère deux fonctions f et g qui sont continues par morceau sur l'intervalle AB. Et f scalaire g, ce sera par définition intégrale de a à b de f de x fois g de x dx. Donc ça, c'est la définition du produit scalaire dans le cas des fonctions, de façon générale pour le coup. On peut 30 secondes voir un peu l'analogie qu'il y a là. Là, en fait, si on se rappelle bien, le signe intégral, en fait, c'est une somme. Et là, on voit qu'on dit que de a à b, on va faire la somme en chaque point de la valeur que prend f fois la valeur que prend g. Donc c'est une somme de termes de f1g1 plus f2g2 plus f3g3, sauf que les f1, f2, f3 sont en fait non pas discrets mais continus. Donc c'est tout à fait analogue à ça, sauf que on ne peut pas lister nos indices, hein, puisqu'on va continuellement de A à B. Et donc il y a vraiment une analogie complète entre ces deux relations-là, sauf que là on a une somme discrète et là on a une somme continue, donc une intégrale entre deux fonctions. D'accord, voilà. Je ne sais pas si ça vous aide de voir les choses comme ça. Moi, je sais que j'avais trouvé ça très éclairant à l'époque où j'avais découvert ces idées-là. De voir qu'effectivement, une intégrale et un produit scalaire, une intégrale de ce type-là et un produit scalaire de ce type-là, ça se ressemble en fait énormément. Donc, il n'y a pas d'arnaque, si vous voulez. Ok, donc on a défini ce que c'est qu'un produit scalaire de deux fonctions continues par morceau. Alors, le seul petit point qui est un peu différent par rapport au vecteur, c'est qu'on peut avoir que f scalaire f soit égal à 0 alors que f n'est pas égal à 0 en un nombre fini de points. Voilà. Alors si vous avez fait un peu plus précisément l'intégration, si vous avez juste une fonction identiquement nulle avec juste quelques points qui valent autre chose que 0, quand vous intégrez ça sur tout son domaine, les quelques points ne donnent aucune contribution à l'intégrale. Bon, ça c'est des notions d'intégration qui peuvent être un petit peu avancées éventuellement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, on va juste le croire. On se rappelle simplement pour le dire avec les mains qu'une intégrale c'est l'air sous la courbe, et si vous avez juste des points qui sont différents de 0, il n'y a pas d'air sous un point, donc l'intégrale autour du point là vaut 0. Et donc tant qu'il y a un nombre fini de points qui sont différents de 0, ça vaudra toujours 0. Voilà. Ok, sinon vous pouvez voir des éléments sur l'intégrale de Lebesgue, mais là c'est pas du tout du niveau que je peux vous enseigner. Ok, et donc maintenant qu'on a défini un produit scalaire, on peut définir une norme pour une fonction, exactement comme on l'a fait pour les vecteurs. Donc la norme de la fonction f, ce sera racine de f scalaire f, exactement comme pour un vecteur. La norme d'un vecteur v, donc sa longueur, c'est la racine de v scalaire v. Okay. V scalaire v, c'est directement le carré de la longueur. Et maintenant, on va pouvoir définir ce que sont des fonctions orthogonales
on va dire que f et g sont orthogonales si, exactement comme pour les vecteurs, f scalaire g est égal à 0. Voilà. Ce sera la définition de l'orthogonalité des fonctions. Alors on va commencer par traiter un exemple, pour le coup, de fonction orthogonale. On va le traiter complètement dans un cas, puis il y a deux autres cas qui sont totalement similaires et qu'on verra plus en détail. Mais ce cas est le plus important de tous, pour le coup, pour les séries de Fourier, parce que c'est ce qui va fonder l'écriture des séries de Fourier. On aura besoin de ces fonctions-là tout le temps. C'est à partir d'elles qu'on définit les séries de Fourier. Donc, on définit deux familles de fonctions, les fonctions Cn de x qui sont égales à cosinus npx sur L, et les fonctions Sn de x qui sont égales à sinus npx sur L. Donc si on considère une fonction de a à b, on peut donner que L soit égale à b-a sur 2. D'accord ? C'est une demi-longueur L. On va voir par la suite. Ça, là, tout de suite, on pourrait survivre sans cette définition stricte, mais c'est juste que je plante les graines nécessaires pour ce qui va suivre, et ça, une fois qu'on l'a défini, on a pu y revenir. Donc on se rappelle juste, quand on aura des fonctions qui seront définies de a à b, on définira que L sera b-a sur 2, et c'est à partir de là qu'on fera le calcul, et avec ces fonctions. C'est un petit à côté, on s'en fout pour l'instant. Donc ce qu'on voit simplement, c'est que si on définit L comme ça, hein, on peut avoir que Cn et Sn sont des fonctions continues par morceaux sur AB. De toute façon, les cosinus et les sinus sont des fonctions continues tout le temps, périodiques et continues partout, donc il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Et donc elles sont définies pour tous les x. On va montrer qu'elles sont de période 2L, ça va nous être utile par la suite. Donc si on prend Cn de x plus 2L, d'accord, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à cosinus de npi fois x plus 2L, le tout sur L. D'accord. Maintenant, on va distribuer le npi sur ce terme-là. Ça fait cosinus npx plus 2L fois npi sur L. Maintenant, on va couper en deux notre somme et on va simplifier le L qui est là avec celui qui est là. Donc ça va faire cosinus npx sur L plus 2npi et pas plus 2pi. Donc un L, d'accord. Et on sait que la fonction cosinus est périodique de période 2npi, ça veut dire que on peut enlever le 2npi qui est là, et dire que ce cosinus npx sur L plus 2npi est égal à cosinus npx sur L, et donc égal à Cn de x. Donc on voit que la fonction Cn de x est périodique de période 2L. D'accord. Ok, très bien. Et ce qu'on voit par ailleurs maintenant, c'est qu'on va pouvoir traiter ces fonctions-là les unes après les autres. On va déterminer leurs produits scalaires les uns après les autres. Donc on commence par prendre le cas n égale 0, et on prend C0 scalaire C0. Du coup, c'est égal à quoi ? C'est égal, on se rappelle notre définition du produit scalaire pour les fonctions, c'est égal à l'intégrale de a à b de C0 fois C0, c'est-à-dire C0 au carré, de x dx. Ok. Alors C0, c'est égal à quoi ? On vient se mettre là-dedans. C0, ça veut dire cosinus de 0 fois n'importe quoi ici, ça fera toujours cosinus de 0 qui fait 1. Donc notre C0 au carré, c'est 1 au carré, donc au total, c'est l'intégrale de AB dx. Et puis c'est tout. Et donc ça, quand on fait cette intégrale-là, la primitive de 1, c'est x, donc ça fait b moins a. Et b moins a, d'après notre définition du début, c'est égal, si on fait passer le 2 de l'autre côté, là, c'est égal à 2L. Donc C0 scalaire C0, ça fait 2L. Ok. Maintenant, Cn scalaire Cm, en prenant par convention que n est différent de 0 pour le coup. Après, on peut avoir C0, mais en tout cas, Cn est différent de 0. Et on forme ce produit scalaire, donc il est égal à l'intégrale de AB de Cn fois Cm dx. On se rappelle ce qu'on avait vu que pour une fonction de période P, on peut intégrer sur ce qu'on veut, tant que c'est l'équivalent d'une période, on peut ramener ça à l'intégrale de 0 à P. Et donc c'est ce qu'on fait là, on se simplifie la vie, et on écrit que l'intégrale de AB devient intégrale de 0 à 2L, de Cn fois Cm, puisqu'on sait que nos fonctions ici sont de période 2L. Ok, très bien. Et maintenant on écrit à quoi on a affaire. On a affaire à l'intégrale de 0 à 2L de cosinus npx sur L, cosinus mpx sur L dx. Alors, on a une forte envie là, c'est de faire un changement de variable, hein, parce qu'on voit bien qu'on a une variable qui est x, mais il y a tous ces np sur L là, qu'on aimerait bien se simplifier un peu. Et donc, on va se faire effectivement une simplification, on ne pourra pas tout virer, mais une partie quand même. On va prendre comme nouvelle variable u, qui va être égale à πx sur L. Donc si u est égal à πx sur L, on se rappelle que dans ce cas-là, on doit réécrire le dx en du. Et donc ça nous dit que du va être égal à pi sur L dx. D'accord ? Et donc que dx va être égal à L sur pi du. Ok, très bien. Et donc maintenant, on peut faire changement de variable. Donc le L sur pi du, on fait sortir le L sur pi de l'intégrale, c'est une constante, on peut le garder dehors.
et le dx du coup devient du. Et maintenant, dans nos fonctions, là, on peut remplacer πx sur L, donc πx sur L devient u, donc ça fait nu, et ici ça fait mu. Et donc notre intégrale, là, c'est quand même gentiment simplifié. Maintenant, on n'intègre plus que de 0 à 2π, cosinus nu, cosinus mu, du. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on considère deux situations différentes. La première, c'est qu'on puisse avoir n égale à m, et la deuxième, ce sera qu'on puisse avoir n différent de m. Donc tout d'abord, on va traiter le cas où n est égal à m. Si n est égal à m, ça veut dire que cosinus nu est multiplié par la même chose, cosinus nu. Donc ce qu'on a, c'est en fait Cn scalaire Cn, c'est-à-dire L sur pi intégrale de 0 à 2pi de cos carré nu du. Okay. Donc quand on intègre un cos carré, on doit linéariser le cosinus. Donc je vais donner le résultat directement. Hein. Si vous n'avez pas ça en tête, n'hésitez pas à aller le réviser par ailleurs. Mais on se rappelle comment on linéarise un cos carré. Ça devient juste 1 plus cosinus 2 nu sur 2. D'accord. Donc cette fonction-là est égale à celle-là. Et maintenant ça, on sait l'intégrer sans problème. Donc ça, c'est égal à L sur pi, intégrale de 0 à 2pi de 1 plus cosinus 2 nu sur 2 du. Ok, là, il faut intégrer séparément le 1 et le cosinus 2 nu. On peut sortir le 2 aussi, qui est en bas, là. Je ne l'ai pas fait, bon, donc qu'à ça ne tienne. Donc la primitive de 1 sur 2, c'est u sur 2. D'accord. Et la primitive de cosinus 2 nu, c'est sinus 2 nu sur 2n. Et multiplié par ce 2 là, ça fait sur 4n. Donc au total, ce qu'on a, c'est L sur pi. Et maintenant, c'est somme de 0 à 2pi, là, de u sur 2 plus sinus 2 nu sur 4n. Parce que ça, c'est notre primitive. Ok, donc on va substituer les valeurs maintenant. Donc le sinus, on va le traiter tout de suite. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de 2n fois 2pi, ça fera toujours 0. Donc ce terme-là disparaît purement et simplement. Il fait 0 tout le temps. Et le u ici, en 0, il vaut 0. Et en 2pi, il vaut 2pi. 2pi sur 2, ça fait pi. Donc tout ce qui nous reste, c'est L sur pi fois pi, c'est-à-dire L. Ok, donc c'est assez sympathique comme résultat. Un Cn scalaire Cn est égal à L. Une demi-période. Ok. Ensuite, maintenant, on doit traiter l'autre cas, c'est le cas où n est différent de m. Donc Cn scalaire Cm. Donc ça, c'est égal à L sur pi, intégrale de 0 à 2pi de cosinus nu, cosinus mu, du, où cette fois-ci, on sait que n et m sont différents. Pour traiter ce type d'intégrale, il faut qu'on fasse une autre transformation, c'est une transformation d'un produit de cosinus. Donc pareil, si vous ne l'avez pas en tête, n'hésitez pas à aller le réviser, juste un petit tuyau. Vous pouvez traiter ça par la formule de l'air et en utilisant la définition du cosinus et du sinus par les exponentialités θ. Et ça marche très bien, ça pose vraiment aucune difficulté. Et ça fait un petit entraînement sur les nombres complexes. Mais voilà, je ne rentre pas dans la démonstration. Tout ce qu'on a et qu'on trouvera facilement dans les tableaux, c'est que cos nu fois cos mu, c'est égal à cosinus m plus n fois u plus cosinus m moins n fois u, du. Donc c'est ça qu'on intègre maintenant. Et ça va s'intégrer très gentiment. Donc la primitive de cosinus m plus n, ça va être du sinus m plus n fois u sur m plus n. Et là, ça va être la même chose avec m moins n. Et quand on prend nos sinus entre 0 et 2pi, le sinus en 0 fera 0, le sinus en un nombre entier fois 2pi fera toujours 0 aussi, donc au total, cette intégrale-là, elle est identiquement nulle. Voilà. Donc Cn scalaire Cm, si n est différent de m, ça fait 0. Et finalement, donc, ce qu'on a, c'est qu'on a trois situations qui sont résumées en deux relations. Si on a C0 scalaire C0, ça fait 2L. Et si on a n avec n ou m différent de 0, Cn scalaire Cm est égal à delta nm fois L. Ce delta nm là, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. C'est très important d'avoir en tête parce qu'il revient très souvent en fait, dans plein de domaines des maths, que ce soit les matrices, que ce soit ce type de situation qu'on a là, ou plein d'autres, enfin bon bref, il revient tout le temps, donc c'est bien de l'avoir en tête. Donc le symbole de Kronecker, il vaut 1 si n est égal à m, et il vaut 0 si n est différent de m. D'accord. Donc si on traduit un peu cette relation-là, ce qu'on a, c'est que par exemple C1 scalaire C1 est égal à delta 1,1 fois L. Delta 1,1 comme 1 est égal à 1, ça fait 1 fois L, ça fait L. D'accord. En revanche, C1 scalaire C2, on aura delta 1,2 qui fait 0 puisque 1 est différent de 2. Et donc C1 scalaire C2 est égal à 0. Donc c'est exactement ce qu'on a décrit tout à l'heure. Pour n égal à m, on a L. Pour n différent de m, ça fait 0. Grâce au symbole de Kronecker. Donc c'est juste une façon très condensée d'écrire ce qu'on a dit. De la même façon, ça je ne vais pas le démontrer, prenez le temps de le faire, c'est un bon entraînement. Hein. On a Sn scalaire Sm qui est égal à delta Nm fois L.
et Sn scalaire Cm qui est égal à 0, tout le temps, là, pour le coup. D'accord. Donc ce qu'on voit, c'est que maintenant, si on met toutes ces fonctions là qu'on vient de définir comme un ensemble de fonctions, les unes à côté des autres, on voit que comme si c'était des vecteurs en fait. C0, C1, S1, C2, S2, etc. C'est un ensemble de fonctions qui sont toutes orthogonales entre elles. D'accord. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, on va voir pourquoi par la suite. Mais donc, on a défini un ensemble de fonctions qui sont orthogonales entre elles. Vous pouvez faire le produit le produit scalaire de cos pi x sur L avec lui-même, ça fait L, pardon. Alors que le produit scalaire de cosinus pi x sur L avec n'importe quel autre, ça fait 0. Et de la même façon pour chacune de ces fonctions. D'accord, exactement comme les vecteurs de base, quand on a un repère orthogonal dans l'espace, les vecteurs de base, par définition, sont orthogonaux entre eux. Et donc le vecteur de base, quand vous formez le produit scalaire avec un autre vecteur de base, si c'est lui-même, ça fait sa longueur au carré. Si c'est un autre vecteur de base, ça fait 0. Si c'est orthonormé, ça fait 1. Quand c'est avec lui-même. Ok, donc là voilà, on a défini un ensemble de fonctions orthogonales, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire la série de Fourier. Et donc maintenant, la logique qu'il y a derrière les séries de Fourier, c'est de faire comme pour les vecteurs. Quand on a un vecteur dans un repère, on peut décomposer ce vecteur dans le repère, et ça nous permet de le réécrire. Et donc on va faire la même logique avec les séries de Fourier, sauf que là, la fonction, on va la projeter dans un repère qui est cet ensemble de fonctions orthogonales entre elles. Un petit rappel juste, ça va nous éclairer un peu sur la logique de ce qu'on va faire par la suite, parce qu'on ne fait pas de démonstration globalement de ce qu'on va affirmer, mais c'est important d'en comprendre la logique, et l'analogie permet de faire ça, je pense, assez bien. Donc si on prend un vecteur V, de composantes V1, V2, V3, ces composantes sont dans une base orthonormée, obtenues dans une base orthonormée E1, E2, E3, on se rappelle que pour obtenir les composantes, formellement, ce qu'on fait, c'est que V1 est égal à V scalaire E1, V2 est égal à V scalaire E2, et V3 est égal à V scalaire E3. Et une fois qu'on a ces V1, V2, V3, on peut réécrire que le vecteur V est égal à V1 fois le vecteur E1, plus V2 fois le vecteur E2, plus V3 fois le vecteur E3. D'accord ? Donc la série de Fourier, ça va être exactement la même logique. On va prendre une fonction f donnée. On va avoir notre base de fonctions orthogonales qui sont celles qu'on vient de voir juste avant. Et on va trouver les composantes de cette fonction dans cette base. Et après, on va écrire que cette fonction est égale à la somme de ses coefficients fois les vecteurs, donc en fait les fonctions orthogonales de la base. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire avec les séries de Fourier. Ce qu'on fait ici avec des vecteurs, on va le faire avec des fonctions. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le postulat qu'on émet, c'est qu'une fonction f de x, on peut écrire qu'elle est égale à un certain coefficient a0 fois la fonction c0 de notre ensemble de base, plus somme de n égale 1 à l'infini. Bah oui, notre ensemble de fonctions il est infini, parce que nos Cn là, on peut les faire pour des n arbitraires. Donc on va avoir besoin d'une infinité de composantes. On va voir après comment ça se passe quand on n'en a pas une infinité. Ça, parce que la vie réelle, évidemment, ne l'étant pas. On va avoir besoin de faire d'autres choses parfois. Mais néanmoins, formellement, pour la série de Fourier, pour le coup, c'est ça. C'est la somme jusqu'à l'infini de coefficients à n fois notre fonction de base cosinus n pi x sur L, plus un coefficient bn fois sinus n pi x sur L. Et donc ici, on va se poser plusieurs questions en fait. D'abord, comment est-ce qu'on peut trouver les valeurs de A0, de AN et de BN ? Il y en a une infinité. Comment est-ce qu'on peut trouver ces coefficients, ces constantes ? La deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette série, là où on fait une somme d'une infinité de termes, est-ce que ça converge bien ? Est-ce qu'elle a le bon goût de converger vers f de x ? D'accord ? Est-ce qu'elle converge effectivement vers f ? C'est ça la question qu'on va pouvoir se poser. Donc voilà, c'est tout ça les questions qu'on va se poser. Pour certaines d'entre elles, on va un peu démontrer les choses, pour d'autres, on va juste voir les théorèmes et puis on va faire confiance. Ce qui nous intéresse avant tout, comme je disais au début, c'est de calculer et de voir ce qui marche. Comment ça marche, quoi. Donc, on fait le postulat qu'on peut décomposer sur une base de fonctions orthogonales. On le postule pour l'instant et on va voir du coup comment, à partir de là, on peut déduire les A0, les AN et les BN. Donc pour ça, on va faire exactement comme on faisait pour les vecteurs. Pour le vecteur, vous vous rappelez, le coefficient V1, on l'obtenait en faisant V scalaire E1. Donc on va faire la même logique ici. On va former le produit scalaire de la fonction f par d'abord C0, cette fonction-là. Donc ça, c'est égal à quoi ? Je remplace f par ce que je postule comme étant sa forme,
Donc la forme qu'on postule pour f, c'est ça. Donc c'est égal à A0, C0, plus somme de n égale à 1 à l'infini des ANCN, plus BNSN, scalaire C0. Et on se rappelle, notre produit scalaire, on a le droit de le couper au niveau des sommes. Donc V1 plus... V scalaire W... grossièreté. U scalaire V plus W, on avait dit que c'était égal à U scalaire V plus U scalaire W. On peut faire la même chose, là, on va couper toute la somme. Et on peut sortir les nombres. Donc ça, en fait, ce terme-là, il nous donne A0 fois C0 scalaire C0, plus somme de n égale 1 à l'infini, de je sors le coefficient AN, et ça nous fait Cn scalaire C0. Le Bn, je le sors aussi, et ça fait Sn scalaire C0. Et là, c'est très sympathique, parce que nos fonctions là, elles sont orthogonales entre elles, donc ce Sn scalaire C0 fait 0, Cn scalaire C0 fait 0, donc tout ce terme-là fait 0, et tout ce qui nous reste, c'est le C0 scalaire C0, et on se rappelle que lui, il fait 2L. D'accord? Donc on a que f scalaire C0, c'est égal à 2L fois A0. Donc on peut retourner ça, et dire que A0 est égal à quoi? 1 sur 2L f scalaire C0. Voilà. Et donc là, on a appris à calculer le A0. On a démontré comment on pouvait déterminer A0, connaissant la formule pour f, et connaissant la fonction C0 qui nous intéresse, qui est la fonction constante ici. Égale à 1. Ok, merveilleux, on a progressé, et donc on va faire exactement la même logique pour trouver les AN et les BN. Donc faisons-le. Donc maintenant, si on cherche pour un M différent de 0, le AM, en fait, on va partir sur la même logique, on va faire le produit scalaire de f avec la fonction Cm. De la même façon, on remplace f par son expression, d'accord, qui est A0C0 plus somme de n égale à 1 à l'infini des ANCN plus BNSN, scalaire Cm. Et à nouveau, on va développer notre produit scalaire. Ça devient, on sort la constante A0, ça fait C0 scalaire Cm. La somme, on la sort. On sort le AN fois Cn scalaire Cm. Et après, ça nous fait plus Bn, Sn scalaire Cm. Et à nouveau, ce terme-là fait 0, ce terme-là fait 0. Et ce terme-là fait 0 partout, sauf quand n est égal à m. Et donc, quand n est égal à m, ce qu'on a, c'est L. D'accord? Donc, on a que ce terme-là, tout ce qui nous reste, une fois qu'on a fait tous ces produits scalaires, c'est L fois le coefficient AM. D'accord? Donc maintenant, on peut en déduire que AM est égal à 1 sur L fois F scalaire Cm. Et finalement, de la même façon, vous pouvez montrer que BM est égal à 1 sur L fois F scalaire Sm. Voilà. On a appris à calculer les coefficients de la série de Fourier. Et donc maintenant, c'est comme ça qu'on va définir la série de Fourier de façon générale. La série de Fourier d'une fonction f, c'est une somme A0 plus n égale 1 à l'infini des AN cosinus npx sur L plus Bn sinus npx sur L, avec L égale à B moins A sur 2. D'accord. Les coefficients sont donnés par A0 égale 1 sur 2L f scalaire C0, c'est égal à cette intégrale-là. AN est égal à 1 sur L f scalaire Cn, avec le f scalaire Cn qui est égal à ça. Et Bn est égal à 1 sur L f scalaire Sn, qui est égal à ça. Voilà. Donc cette somme est appelée série de Fourier, d'accord, et les A0, AN, Bn sont les coefficients de Fourier de f. Voilà. Ça y est, on a défini notre série de Fourier. Donc c'est une chose un peu bizarroïde. Ce serait intéressant d'avoir fonctionné, pour comprendre un peu ce qui se passe. Pour l'instant, on ne s'est pas posé de question de convergence, on va juste essayer, on va jouer avec, et on va voir ce qui se passe, si ça a l'air sympa ou si ça a l'air moins sympa que ça. Donc on va commencer par un exemple un peu tordu, on va voir pourquoi après, on va voir ensuite un exemple un peu moins tordu, et ça nous donnera matière à réflexion pour la suite. Donc on veut définir on veut déterminer la série de Fourier pour une fonction qui est une fonction d'Annecy, vous voyez, qui est périodique, de période 2π. Donc on va de moins π à π, d'accord. De moins π à 0, elle vaut 0, et de 0 à π, c'est y égale x, d'accord. Donc entre 0 et π, c'est x, entre moins π et 0, c'est 0. Donc, et on la répète identique à elle-même, à gauche et à droite, donc c'est une fonction qui est périodique de période de π. On l'a sous les yeux, il n'y a rien à intuiter pour le coup. Donc on doit définir notre intégrale, notre domaine d'intégration AB là, pour notre série de Fourier, donc on va prendre comme un domaine d'intégration le moins pi, domaine sur lequel la fonction est définie. Donc on se rappelle que L est égal à B moins A sur 2, B c'est pi, moins pi ça fait 2pi, sur 2 ça fait pi. Donc L est égal à pi pour ce qu'on cherche à faire ici. Donc il faut toujours commencer par ce qu'on est en train de faire là, savoir bien écrire
le A et le B, le L correspondant, et ensuite on écrit les Cn et les Sn qui vont permettre de décomposer en série de Fourier. Donc on se rappelle, notre Cn de x est égal à cosinus nx fois pi sur L, mais comme pour nous L est égal à pi, ça fait cosinus npx sur pi, les pi vont se simplifier, ça a le bon goût de faire cosinus nx simplement. De la même façon, Sn de x sera égal à juste sinus nx. Donc maintenant, quand on va décomposer notre série de Fourier, en série de Fourier cette fonction, les fonctions de base pour nous ce sera cos nx et sinus nx. Donc calculons d'abord A0. Donc A0 est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de f de x dx. Ok. Très bien, donc ça c'est égal à 1 sur 2pi, intégrale de... Alors, on doit intégrer d'abord de moins pi à 0, mais là ça vaut identiquement 0, donc cette intégrale-là fait 0, donc on n'a pas à prendre ça en compte. L'air sous cette courbe-là fait 0. Et après, ici, on a à prendre ça en compte en revanche, donc on intègre en fait que de 0 à pi. F de x de 0 à pi vaut x, donc on intègre de 0 à pi x dx. X, sa primitive, c'est x carré sur 2, d'accord, entre 0 et pi. En 0, ça fait 0. En pi, ça va faire pi carré sur 2. Les pi vont se simplifier ensemble. Et il va rester pi sur 4. D'accord, 2 fois 2 là, ça fera 4. Enfin, pi carré sur pi, ça fait pi, quoi. Et donc, A0 vaut pi sur 4 pour cette fonction. Ok, très bien. Maintenant, on doit calculer les AN. Donc, les AN, on se rappelle, ils sont égaux à 1 sur L, donc 1 sur pi pour nous. Intégrale de moins pi à pi de f de x cosinus nx dx. À nouveau, l'intégrale, on va la couper en deux. De moins pi à 0, où f de x vaut 0, ça fera 0, donc on ne va pas la faire apparaître. Et ensuite, l'intégrale de 0 à pi, où f de x vaut x. Donc ça fera, la seule chose qu'on ait intégrée, c'est 1 sur pi, intégrale de 0 à pi de x fois cosinus nx dx. Alors je vais traiter en détail cette intégrale-là une fois, et après on va la voir revenir 4 fois de suite là, donc je vais aller un peu plus vite les fois d'après. On va prendre juste le temps, au cas où vous vous rappelleriez plus bien comment on intègre ça. Ça s'intègre par partie, et ça pose vraiment aucun problème. L'intégration par partie, je la fais avec la méthode DI. Si c'est pas familier, n'hésitez pas à aller voir, à aller réviser comment ça fonctionne, parce que ça permet de gagner un temps fou pour l'intégration par partie. Moi j'utilise plus que ça maintenant. Je suis un grand convaincu de cette méthode. Donc, on se rappelle pour la méthode DI, on va avoir une colonne avec des signes plus-moins qui vont alterner. Dans la colonne de D ici, on va choisir une des deux fonctions qu'on va dériver, et dans la colonne I, l'autre fonction, il faudra la primitiver. Et donc là, la stratégie dans la situation qui est là, c'est que la fonction x, quand on la dérive progressivement, elle va aller jusqu'à 0. Et donc c'est elle qu'il faut dériver. Et l'autre, on sait bien l'intégrer plusieurs fois de suite, donc elle ne pose pas de problème. Donc sur la première ligne, on écrit ce qu'on a ici dans l'intégrale, à savoir x qu'on va dériver et cos nx qu'on va intégrer, et on a un signe plus. La ligne d'en dessous, on a un signe moins. On dérive x, ça fait 1. Et cos nx, quand on le primitive, la primitive de cos, c'est sinus. Mais là, comme c'est cos nx, la primitive, c'est sinus nx sur n. D'accord. Et là, on n'a pas encore de 0, donc on doit faire encore une ligne de plus. La dérivée de 1, c'est 0. Cette fois-ci, c'est bon, on va pouvoir s'arrêter là. Et la primitive de sinus nx, c'est moins cosinus nx sur n. Et comme c'est déjà divisé par n, ça fait sur n carré. Et ça y est, on a terminé, d'accord, notre intégration par partie. Maintenant, on peut écrire que x cos nx, sa primitive, c'est x fois sinus nx sur n, moins par moins qui fait plus 1 fois cosinus nx sur n carré. Donc au total, ça fait x sinus nx sur n plus cosinus nx sur n carré. Ok, pris entre 0 et pi. Avec toujours le 1 sur pi devant. Maintenant, on va traiter les termes les uns après les autres, là. D'abord, le terme en sinus, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne d'abord en 0 que sinus de 0, ça fait toujours 0. Donc en 0, il faut 0. En pi, ça fait pi fois sinus npi. Sinus npi, comme n est un entier, c'est toujours égal à 0. Donc ce terme-là disparaît complètement. Okay. Dans les AN, ce terme-là disparaît. Si on se met maintenant en pi cosinus npi, on va garder pour l'instant cosinus npi, et cosinus de 0, ça fait 1. Donc ça va faire cosinus npi moins 1 sur n carré. D'accord. Maintenant, cosinus npi, on peut l'écrire... Alors parfois, on peut garder juste cosinus npi, c'est pas faux d'ailleurs, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais on peut aussi l'écrire de façon un peu plus condensée. Ce cosinus npi, en fait, il vaut pour n, qui est un nombre pair, ça fait cosinus 2pi, cosinus 4pi, cosinus 6pi, ça fait 1. Et pour les nombres impairs, cosinus pi, cosinus 3pi, cosinus 5pi, ça fera moins 1. Donc on voit que ça, cosinus npi, on peut le réécrire moins 1 à la puissance n, parce que pour n pair, ça fera plus 1, et pour n impair, ça fera moins 1. D'accord, exactement comme cosinus npi. Donc voilà, donc ça c'est bien cosinus npi, il est juste ramassé un peu plus en termes de notation. D'accord.
Donc ça, ce sont les AN. On peut ensuite regrouper un tout petit peu les termes pour rendre ça un peu moins moche. Donc ça fait, comme tout est sur n carré, on peut multiplier par pi, et on peut faire directement la différence au niveau du numérateur. Ça fait moins 1 puissance n moins 1 sur n carré pi. Ok, ça c'est les AN. Maintenant on a les BN à calculer. Donc les BN, c'est 1 sur pi intégrale de moins pi et pi de f de x sinus nx dx. D'accord. Donc à nouveau, de moins pi à 0, notre fonction f de x valant 0, il n'y a rien à intégrer. Et de 0 à pi, la fonction f de x vaut x. Donc ça nous fera l'intégrale de 0 à pi de x sinus nx dx. D'accord. Ok. Donc c'est tout ce qu'on a intégré ici. Et puis c'est parti. Alors là je vais aller un peu plus vite. On voit quand ça va s'intégrer exactement de la même façon par partie. Donc on va avoir ici les signes. Là la fonction qu'on dérive, ça va être x qui va faire 1, 0. Et la fonction sinus nx qu'on va primitiver. D'accord. Donc la primitive de sinus nx c'est moins cosinus nx sur n. La primitive de moins cosinus nx sur n c'est moins sinus nx sur n carré. Donc c'est complètement analogue à ce qu'on vient de faire, sauf qu'à la place du cosinus, il y a un sinus. Ok, après ça ne va pas nous donner les mêmes termes pour autant. Donc maintenant on peut réécrire notre intégrale. On a résolu sa primitive, c'est donc moins x cosinus nx sur n, c'est ce terme-là, et moins par moins qui fait plus sinus nx sur n carré. D'accord. Et ça on le prend entre 0 et pi fois 1 sur pi. Ok, maintenant on va traiter les termes. Donc en pi, ce terme-là fait moins pi fois cosinus npi sur n. Ok. En 0, ce terme-là fait 0, parce que x vaut 0, donc ça va faire identiquement 0. Ce terme-là, en pi, fait sinus npi qui fait 0, et en 0, sinus 0, ça fait 0. Donc tout ce qu'on a de toute cette, pour les Bn, la seule chose qui survit, entre guillemets, c'est le moins pi fois cosinus npi sur n. Et cosinus npi, on avait déjà dit tout à l'heure qu'on pouvait l'écrire moins 1 à la puissance n. D'accord. Donc, au total, ce qu'on a, c'est cette expression-là où les pi vont pouvoir se simplifier. Et donc tout ce qui nous reste, c'est... alors oui, pardon, j'ai été un tout petit peu plus rapide que ce que j'avais. Ici, on a un moins, d'accord, qui nous vient de là, pi. Et donc, moins 1, ça va te faire plus 1. Okay, donc pour les n pairs, on aura un nombre négatif, et pour les n impairs, on aura un nombre positif. Donc pour avoir ça, par exemple, là, si je prends n égale à 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Donc c'est bien un nombre positif pour un n impair. Pour un n pair comme 2, par exemple, 2 plus 1, ça fait 3, moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. On a bien ce qu'on disait, un nombre négatif pour les n pairs. Voilà. Donc on a ramassé l'expression des Bn sous cette forme-là. Et maintenant, ça y est, on peut écrire notre série de Fourier. On a tout calculé, A0, AN et Bn. D'accord. Donc là, c'est parti. A0 fait pi sur 4. AN fait moins 1 à la puissance n, moins 1 le tout sur n carré pi. Et les Bn font moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Et donc on peut écrire notre série de Fourier. Alors ça fait ce truc un peu, voilà, c'est un peu dense, mais les séries de Fourier, ça vous fait rapidement des choses un peu comme ça. Mais bon, ça mord pas pour autant. Il faut juste s'habituer à les écrire. Et donc la série de Fourier de notre fonction, c'est pi sur 4 plus somme de n égale 1 à l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré pi cosinus nx plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur n sinus nx. Ok, alors ça pique un peu les yeux, je peux l'entendre si vous avez jamais vu de série de Fourier, voire de série même de votre vie. Donc ce serait pas mal d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà d'écrire des séries tronquées, et on va tracer des séries tronquées pour voir ce qui arrive. Et puis après, on verra quand on étudiera la convergence ce qui se passe quand on va à l'infini. Mais là pour l'instant, on va juste regarder des séries tronquées. Donc prenons des séries tronquées. La première qu'on peut prendre, c'est pour n égale à 0, c'est-à-dire qu'on ne prend pas ces termes-là, on garde juste en fait A0, et dans ce cas-là, la série de Fourier en 0, à n égale 0 de f, c'est juste pi sur 4, c'est ce terme-là. La possibilité suivante, c'est prendre pour n égale à 1, donc on garde le pi sur 4, on ne peut pas l'enlever, et on va juste de 1 à 1, d'accord. Donc ça fait moins 1 à la puissance 1, qui fait moins 1, moins 1, ça fait moins 2, okay, sur n carré pi, donc 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait moins 2 sur pi, cosinus 1 fois x, donc cosinus x. Et pour le terme en sinus, ici, ça fait moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui fait 2, donc ça fait plus 1, sur 1, ça fait toujours 1, fois sinus de 1 fois x. Donc au total, ça fait juste plus sinus x. Ok, donc ça, c'est la série de Fourier tronquée à 1 pour f. On peut tronquer à 3 pour avoir un petit peu plus de termes et voir ce qui se passe. Si on tronque à 3, alors déjà, jusqu'à 1, on a déjà fait le calcul, on ne va pas le refaire. Ensuite, pour n égale à 2, ça fait moins 1 à la puissance 2, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. On n'a pas de cosinus pour le n égale à 2. Et ici, on a moins 1 à la puissance 3, donc ça fait moins 1 sur 2
fois sinus 2x. Donc ça fait moins sinus 2x sur 2. Ok. Ensuite, pour n égale à 3, pour n égale à 3, ça fait moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait sensiblement moins 2. Ok. Sur 9, 3 au carré, sur 9pi, donc là il manque un 9, je suis désolé, j'ai une erreur dans ma slide. Voilà, fois cosinus 3x, donc ça fait moins 2 sur 9pi cos 3x. Ok. Plus moins 1, 3 plus 1, ça fait 4, moins 1, donc ça devient plus 1 sur 3, sinus 3x, donc sinus 3x sur 3. Donc là, ça c'est bien la série de Fourier coupée en n égale à 3 de f. Okay. Donc voilà, on voit comment cette relation-là, on peut l'utiliser pour écrire des séries tronquées. Et on peut aller plus loin, on peut aller à 10, 15, 20, 100, 200, 400, 500. On se rend compte que si on veut aller jusqu'à l'ordre 500 d'une série de Fourier, on ne va pas le faire à la main, parce que sinon ça va être un peu long. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir envisager d'automatiser dans la vraie vie sur ordinateur, mais là, entre guillemets, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est de résoudre nos équations et d'avoir des fonctions dont on sait qu'on pourra les traiter, que ce soit à la main, que ce soit numériquement. Ok, maintenant essayons de voir un peu ce que ça donne si on trace. Donc ici, j'ai reporté la fonction qui nous intéressait. Donc c'est cette fonction en gris là, c'est pas ultra visible, je n'ai pas fait un choix de couleur délirant. C'est cette fonction périodique là. Okay. C'est notre fonction de Dancy. Et j'ai tracé que dans la période qui nous intéresse. Okay. Après, en fait, la série de Fourier est périodique elle aussi, hein, donc elle se comportera de la même façon partout ailleurs. Donc on l'étudie juste sur cette période, qui nous, de toute façon, la partie qui nous intéresse, et puis après on voit ce qui se passe. Donc le premier qu'on peut tracer, c'est SF1. On voit que ça fait cette courbe bleue. Ici, là, pour la partie constante, c'est moyen. Pour la partie qui monte, c'est pas mal ici, puis ça redevient moins bien ici. Mais bon, on retrouve effectivement quelque chose qui est périodique, comme notre fonction de départ, et qui ressemble un peu. Si on prend SF3, donc on prend 3 termes, c'est les deux qu'on avait regardés ensemble déjà, là. Après, j'en prends d'autres un peu plus loin, mais voilà. On voit que la fonction, là, hop, elle descend, et puis après, elle commence à osciller autour de 0, puis après, elle commence à osciller autour de la partie qui monte, c'est pas mal ça. Et puis, elle redescend. Elle oscille à nouveau autour de 0. Bon, ça se comporte pas mal. Si on va à SF5, elle se rapproche ici, alors je vais plutôt me mettre sur la période, j'ai dit que je me mettais sur la période. Donc on voit qu'elle oscille plus proche autour de 0 globalement, et là, elle oscille plus proche de la fonction. Et puis quand on arrive près du saut, là, ça a l'air d'osciller un peu plus fort. Si on prend SF15, donc là on a pris 15 termes, voilà, ça je l'ai fait à la main pour le coup, je me suis pas amusé à faire de trucs bizarres, j'aurais dû. Ici ce qu'on voit c'est que là ça oscille, je vais me mettre là, ici là ça oscille très bien autour de 0, quand on s'approche du saut ça oscille un peu plus fort, c'est un peu moins net. Pareil ici, quand on est proche de l'origine, loin du saut, ça oscille très bien autour de 0, quand on s'approche du saut ça oscille un peu moins bien. Bon. Note prise pour la suite. Mais voilà, on voit effectivement que plus on prend de termes, plus la série de Fourier ressemble à la fonction de départ. Ce qu'on verra après, c'est que si on prend une infinité de termes, elle ressemble exactement à la fonction, en l'occurrence, avec juste quelques petites arnaques qu'on verra par la suite. Ok, prenons un deuxième exemple maintenant, une fonction qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue, puisque là, ça c'est le même terme. En revanche, ici, là, on n'a pas 0, on a la fonction moins x. D'accord. Donc ça, c'est une fonction, pour le coup, périodique, hein. Entre moins pi et 0, elle vaut moins x, et entre 0 et pi, elle vaut x, la fonction. D'accord. Et partout ailleurs, hein, f de x plus 2npi est égal à f de x en dehors de ce domaine de définition. Donc c'est bien une fonction périodique, il n'y a pas d'arnaque. Donc on a la même situation que tout à l'heure, donc je passe un peu plus vite. Hein. Le AB, c'est de moins pi à pi, donc le L est égal à b-a sur 2, donc à pi. Du coup, nos fonctions de base, entre guillemets, pour calculer notre série de Fourier, nos Cn de x c'est cosinus nx, nos Sn de x c'est sinus nx. On peut calculer A0. Donc A0 c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de f de x dx. Alors cette fois-ci, on voit que de moins pi à 0, on va intégrer moins x, et de 0 à pi, on va intégrer x. D'accord. Donc c'est ça qu'on doit faire comme calcul. Je ne fais pas les détails parce que c'est vraiment élémentaire. Primitive de x c'est x carré sur 2, la primitive de moins x c'est moins x carré sur 2. Hein. On prend entre les bornes. Ce qu'on trouve c'est pi sur 2. D'accord. Entraînez-vous à le faire hein, si c'est pas trivial pour vous. Si ça l'est, tant mieux. Si ça ne l'est pas, il faut se réentraîner, et puis c'est tout, ça va revenir. Ensuite, les coefficients à n, donc cette fois-ci, entre moins pi et pi, à nouveau, de moins pi à 0, on va intégrer moins x cosinus nx, et de 0 à pi, on va intégrer x cosinus nx. D'accord. Donc c'est ce que j'écris, hein, c'est 1 sur pi, intégrale de moins pi à 0, de moins x cos nx, dx, plus l'intégrale de 0 à pi de x cos nx dx. Alors cette intégrale-là, au signe près, c'est la même que celle-là, et en plus on l'a déjà fait avant. Donc on intègre par partie, je ne vais pas le refaire,
C'est des résultats qu'on a vus tout à l'heure, donc je les reporte directement. Il faut juste faire gaffe à ce qu'on fait avec le signe. Là, je l'ai sorti de l'intégrale, d'accord? Ce qui fait qu'on a intégré x cosinus nx, et ici aussi x cos nx, donc on trouve exactement la même chose dans les deux, là. Là, il y a un signe moins qui est sorti, c'est tout. Et maintenant, il faut regarder ce qui se passe, hein. Donc, en 0, notre sinus nx vaudra 0, et avec moins pi, sinus de n moins pi, c'est égal toujours à 0, donc ce terme-là disparaît. Je vais le traiter de ce côté-là aussi, je vais traiter de part et d'autre en même temps, parce que ça permet de simplifier. En pi, sinus npi vaut 0 tout le temps, donc disparaît. En 0, le x vaut 0, le sinus de 0 vaut 0, donc ce terme-là disparaît complètement. On n'a pas de terme sinus nx. Ok. Maintenant, en 0, le cosinus de 0 fera 1 sur n carré, donc. Le moins pi, ça fera cosinus de moins npi sur n carré. Ici, pareil, cosinus de 0, ça fera du 1. Comme il est en bas, ça fera moins 1 sur n carré. Et ça fera cosinus npi ici. Donc au total, ce qu'on a, tout ce qui nous reste, hein, c'est le cos de 0 qui fait 1 sur n carré, le cosinus de moins npi sur n carré, avec un moins, puisqu'il est de ce côté-là. Et ici, ce qu'on a, c'est plus 1 sur pi, cos de npi sur n carré, moins 1 sur n carré. Donc là, on voit que c'est l'opposé de ça, mais il y a un moins devant. Donc ça, si je fais rentrer le moins dedans, ça devient cosinus de moins npi sur n carré, moins 1 sur n carré. Cosinus de moins npi, comme cos est une fonction paire, c'est égal à cosinus de npi. Donc ça, c'est vraiment égal à ça, une fois qu'on a fait rentrer le signe moins. Donc tout ce qu'on a, en fait, c'est 2 sur pi, cos npi sur n carré, moins 1 sur n carré. Et le cos npi, on peut le traiter comme on l'a fait jusque-là, c'est-à-dire l'écrire moins 1 à la puissance n, moins 1, et on sort le n carré, donc ça fait 2 sur n carré pi, moins 1 puissance n, moins 1. Donc on a trouvé les an comme ça. D'accord. Donc on voit quand on fait quand on détermine des coefficients dans une série de Fourier, il y a une étape d'intégration. Et puis après, il faut un peu triturer les relations pour voir un peu comment on peut écrire les choses. Ça ne me choque pas qu'on s'arrête ici, hein. C'est pas interdit. Bon, on peut sortir le n carré quand même, mais c'est bien si on peut d'aller là, on peut pas toujours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas forcément. On verra des cas où on peut pas. Ok. Ensuite, les bn, maintenant, il faut qu'on les calcule. Ça nous fait 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi, de f de x sinus nx dx. Okay. Donc comme tout à l'heure, on va intégrer de moins pi à 0 la fonction moins x fois sinus nx, et de 0 à pi la fonction x fois sinus nx. Voilà, donc c'est ce qu'on a obtenu là. Et donc à nouveau, on peut sortir le moins, et on voit qu'on va intégrer x sinus nx, qu'on a déjà intégré tout à l'heure, donc je donne à nouveau par partie le même résultat que tout à l'heure, ça ne change rien. Donc quand on intègre par partie, on sort le signe moins, et on a du moins x cos nx sur n plus sinus nx sur n carré. Et ici, on a moins x cos nx sur n plus sinus nx sur n carré. Ok, maintenant on traite les termes. En 0 et en moins pi, ce terme-là fera 0. Hein, c'est sinus en 0 qui vaut 0, sinus npi qui vaut 0. Pareil, ici, le terme en sinus disparaît gentiment. Ensuite, en 0, ce terme-là disparaît parce que le x vaut 0. D'accord. Et ce terme-là en 0 à nouveau disparaît parce que le x vaut 0. Pareil. Et donc tout ce qui nous reste, c'est de ce côté-là le terme en moins pi. Donc ça va faire moins pi qui va faire plus pi, cosinus npi sur n. Et ici, ça va faire cosinus moins npi sur n, pardon. Et ici, ça va faire moins pi cosinus npi sur n. Ok. Oui, alors il y avait 3 moins là. Oula, oui, je suis allé un peu vite. Pardon. Là, donc, en 0, ça fait 0, mais là, ici, c'est le terme qui est en dessous, donc il y a moins pi, et il y a un moins devant ce terme-là en plus. D'accord, donc ça fait 3 fois le signe moins, donc ça fait bien moins pi cosinus npi sur n. Alors, j'ai pas gardé le moins npi, parce que la fonction est paire, j'ai directement mis cosinus npi. Plus 1 sur pi, et là, comme le pi est en haut, ça fait moins pi cosinus npi sur n. Donc là, on voit qu'on a le même terme, avec un moins devant, que ici. Et là, pour le coup, c'est rigoureusement le même terme dedans, avec un moins devant ici, donc ça fait 0. Les bn valent tous 0. Et ça y est, on a nos termes. On a que A0 vaut pi sur 2, AN vaut moins 2 facteur de 1 moins 1 à la puissance n sur n carré pi, et Pn vaut 0. Enfin, valent 0. Et donc la série de Fourier, maintenant on n'a plus qu'à remplacer, hein, ça fait pi sur 2, plus somme de n égale 1 à l'infini, de moins 2 facteur de 1 moins 1 puissance n sur n carré pi, cosinus nx. Et il n'y a pas de sinus nx, puisque le Bn vaut 0. Donc, on peut tripatouiller encore un peu cette relation. Ce qu'on voit ici, c'est que pour les n qui sont paires, ça fera moins 1 à la puissance 2, mettons, ça fera 1. 1 moins 1, ça fera 0. Donc pour les n paires, le terme disparaît. Il n'y a que pour les n impaires qu'on va avoir quelque chose. D'accord.
Et par ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on peut sortir le moins devant euh, et faire la somme, ça reviendra au même. D'accord. Donc on peut réécrire ça avec un nouvel indice, pour le coup, il ne faut pas se gourer là, pour les n unique, en gardant que les nombres impairs. Et dans ce cas-là, on aura une série qui s'écrira gentiment pour le coup. Donc pour écrire un nombre impair, on écrit que c'est un nombre entier n'importe lequel, qu'on va appeler k, multiplié par 2 plus 1. D'accord. Donc si je prends k égale à 0, ça fait 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Si je prends k égale à 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Si je prends k égale à 2, ça fait 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. On voit qu'on a la liste des nombres impairs quand on fait ça. Donc, je peux réécrire ça et faire disparaître cette espèce de truc qui est quand même pas très pratique à manipuler. Quand on peut, c'est bien de le faire, quoi. Donc ça fait moins, somme de k égale 0 à l'infini de 4, parce que là ici 2 fois 2 ça fera du 4, hein. Sur 2k plus 1, c'est notre n au carré fois pi, fois cosinus de 2k plus 1, c'est notre n fois x. D'accord. Voilà, on a réécrit la série de Fourier, alors là de façon très ramassée, en tenant compte de tout ce qu'on a fait. Je rentre pas dans les détails, il y a une bonne raison pour laquelle on a que des nombres impairs et pas des nombres pairs dans le cosinus. J'en parlerai pas plus que ça pour le coup, mais si vous faites un peu plus d'analyse de Fourier, c'est des choses qui sortent, mais il y a des aspects de symétrie de cette fonction qui provoque cette disparition des nombres pairs. Et il y a aussi une symétrie qui a provoqué la disparition des nombres des sinus, mais ça on a des BN, et ça on en parlera un peu plus loin. Ok, maintenant à nouveau on va prendre des séries tronquées pour voir un peu comment on peut décomposer cette série de Fourier. Donc en n égale 0, bien que le a 0, donc ça fait pi sur 2. En n égale 1, donc pour n égale 1, alors attention, il ne faut pas se repérer au k, il faut se repérer au n quand on fait cette opération-là. Ça fait pi sur 2 plus, on prend que le premier terme, donc que le premier terme en revanche on va pouvoir venir ici. Donc on va juste à k égale 0, ça fait 4 sur 1 fois pi, donc 4 sur pi, fois cosinus 1 fois x. Donc ça fait moins 4 sur pi cos x. Si on va en n égale à 3, ça veut dire qu'on va juste à k égale à 1 seulement, puisque avec 2 plus 1 ça fait 3. Donc 2 fois 1 plus 1 ça fait 3. Donc on reproduit le début là qu'on avait reproduit. Donc pour n égale à 2, on se rappelle que ça faisait 0, c'est pour ça qu'on pouvait se concentrer là-dessus. Et donc pour k égale à 1, c'est la même chose que n égale à 3. Ça nous fait 4 sur 3 au carré que j'avais oublié tout à l'heure, mais que cette fois-ci j'ai pas oublié, ça fait 4 sur 9 pi cosinus de 3x. D'accord. Ok, ça c'est n égale à 3. On voit quand on a sous cette forme-là, en fait on peut très vite la développer, alors sous cette forme-là c'est un peu plus gaspillé. Ok, et maintenant à nouveau on va tracer successivement les choses, et on va voir ce qui se passe. Donc si on prend SF1, c'est quand même pas mal du tout, c'est beaucoup mieux que le SF1 tout à l'heure. Hein. D'accord, ça reste vraiment beaucoup plus près de la fonction tout de suite. Ok, SF5, il arrive comme ça, donc là il est quasiment indiscernable à l'œil de la fonction de cette partie-là, il y a juste au niveau ici du maximum, et là du minimum qu'on a quelque chose qui se distingue, mais sinon c'est vraiment bien. SF10 est franchement bien superposé aussi, SF15 également. Donc on voit que tout ça commence à franchement très bien converger partout. Il y a juste au niveau ici du côté un peu anguleux que c'est moins bon, mais même là ça part pas loin comme ça le faisait tout à l'heure. Okay. Donc on peut comparer un peu à l'œil, effectivement, ça devient intéressant. Là on commence à voir des comparaisons entre les deux. Donc là pour les deux on est allé à n égale à 15. Si on se rappelle bien, pour cette fonction-là, on avait beaucoup moins de termes que pour celle-là. Ici on a entre guillemets un cosinus sur 2 et c'est tout. Ici, on avait des sinus et des cosinus, donc on avait beaucoup plus de termes mathématiquement quand on allait jusqu'à n égale à 15 que là. Et pour autant, ici, ça se comporte beaucoup mieux que là. D'accord. On voit que là, on est vraiment bien sur la fonction, sauf un tout petit peu loin là, mais sinon, vraiment, en SF15, on est déjà très très bien. Alors que là, SF15, on est pas mal ici, mais dès qu'on s'approche du saut, on voit que ça oscille. C'est moins sympa. Donc, on voit que la convergence est en fait plus rapide quand la fonction est continue, quand il y a des sauts. Et ça va être une vérité sur laquelle on reviendra par la suite. On voit qu'au niveau du saut, on a des oscillations qui apparaissent. On appelle ça le phénomène de Gibbs et on va le rediscuter un peu plus loin. Donc au niveau des discontinuités, comme celle-là, au niveau des discontinuités de saut, on a ce phénomène de Gibbs qui apparaît. Si c'était une discontinuité qui n'était que la fonction qui est différente en un point, en fait on verrait juste pas le point et la fonction se comporterait très bien. Et au niveau du saut, alors ça, on le verra plus loin un peu plus systématiquement, mais en fait ça converge vers la moitié du saut. D'accord. Donc là ça vaut pi, là ça vaut 0, donc en fait la fonction ici converge vers pi sur 2. La série de Fourier converge vers pi sur 2, la moitié du saut. D'accord. Voilà, on se le dit. Et pour une fonction paire, ça c'est une fonction paire, on a vu que dans la série, on n'avait pas de sinus, qui est une fonction impaire, on n'avait que des cosinus. Et à l'inverse, si on avait une fonction impaire, par exemple si notre fonction
euh, traversait comme ça, ici, là, tous les cosinus auraient disparu, comme la fonction est impaire, et tous les sinus auraient pris la charge de faire tout le travail de la série de Fourier. Donc si une fonction est paire, elle fait disparaître les sinus. Si une fonction, il n'y a pas de sinus dans sa série de Fourier. Si une fonction est impaire, il n'y a pas de cosinus dans sa série de Fourier. Et ça, pour le coup, quand on fait un calcul de série de Fourier en règle générale, il faut le voir tout de suite. Si on voit que la fonction est paire, on ne va pas s'amuser à calculer les Bn. Si on voit que la fonction est impaire, on ne va pas s'amuser à calculer les An. C'est une perte de temps. D'accord. Voilà. Alors, il faut être sûr de ce qu'on voit, mais à partir du moment où on le voit et où c'est clair dans votre tête, faites-le. Ne perdez pas du temps à faire ça. Bon, là, je ne vais jamais le faire. Je vais toujours faire tous les calculs pour le besoin de la cause, mais de façon générale, par la suite, c'est ça qu'il faut faire. Ok, alors après, on peut définir d'autres séries de Fourier. Et on va en avoir besoin souvent dans nos équations aux dérivées partielles, c'est les séries de Fourier en sinus ou en cosinus. Parce que nos ODP sont généralement construits sur un intervalle 0L, d'accord, parce que c'est un intervalle limité toujours. Et donc, quand on se définit sur un intervalle qui va de 0 à L, eh bien, on va devoir faire des extensions, on va pouvoir faire des extensions paires ou impaires, sur lesquelles on pourra du coup, comme on vient de le dire avec les mains là, avoir affaire à des séries dans lesquelles il n'y aura que des cosinus ou que des sinus. Du fait qu'on les étend, d'accord, de moins L à L. Donc une série de Fourier en sinus, eh ben, il n'y a que la partie en sinus npx sur L en fait, qui existe, et donc elle est égale à somme de n égale 1 à l'infini dpn sinus npx sur L, d'accord, pourvu, alors donc on prend la fonction f, on fait son extension impaire, et du coup, la série de Fourier en sinus de f, elle est obtenue à partir de la série de Fourier de son extension impaire. D'accord. Et donc dans ce cas-là, les Bn ici sont obtenus par 1 sur L, intégrale de moins L à L, de son extension impaire fois sinus npx sur L. D'accord. De la même façon, si on veut une série de Fourier en cosinus pour une fonction f qui est définie de 0 à L, on construit son extension paire cette fois-ci. Ok. Et du coup, on aura une série de Fourier qui sera de la forme A0 plus somme de n égale 1 à l'infini des AN cosinus npx sur L, où le A0 est obtenu par 1 sur 2L, intégrale de moins L à L de l'extension paire de f dx, et les AN sont obtenus par la relation habituelle, mais où c'est pas f, mais l'extension paire de f fois cosinus npx sur L. Voilà. Donc ça nous permet, pour des fonctions f définies de 0 à L, d'écrire des séries de Fourier qui ne sont que en sinus ou que en cosinus, au choix. Et ça va être important parce qu'on avait vu dans l'exemple que on peut n'avoir que des cosinus ou que des sinus qui sont fonctions propres d'une équation à dérivée partielle et donc qui vont avoir un sens dans notre série de Fourier. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de faire ce genre de choses. Donc prenons un exemple. On va prendre la fonction f qui est représentée là, donc qui vaut pour x compris entre 0 et 1, elle vaut 2x, et pour x compris entre 1 et 2, elle vaut 2. D'accord. Et ce qu'on veut, c'est trouver sa série en sinus. D'accord. Et elle est définie de 0 à 2. Donc pour trouver sa série en sinus, il faut d'abord prendre son extension impaire. Donc l'extension impaire, ça veut dire qu'on va prendre la fonction qui prolonge de la même façon ici. D'accord. Donc on construit. Il nous faut l'extension impaire, donc on veut une fonction qui soit comme ça, et ça c'est bien une fonction impaire. Si je prends f de 1, je trouve quoi oui, pardon, je trouve 2. Et donc f de moins 1, je trouve moins 2. D'accord. De la même façon, si je prends f de 1,5 ici, je trouve 1. F de moins 1,5, je trouve moins 1. Okay, c'est bien une fonction impaire. On a bien fait une extension impaire de la fonction. On fait ça, et maintenant donc notre extension impaire, elle est définie comment ? Elle est définie pour la partie positive comme f de x, donc pour x compris entre 2 et 1, elle est égale à 2. Pour x compris entre 1 et 0, elle est égale à 2x. Pour x compris entre 0 et moins 1, on voit que c'est toujours 2x. D'accord ? Donc pour x compris entre 0 et moins 1, c'est toujours 2x. Et pour x compris entre moins 1 et moins 2, c'est moins 2. Voilà, donc ça c'est l'extension impaire de notre fonction f. Et maintenant, il faut qu'on calcule les termes successifs. Donc f est impair, donc on sait que en fait tous les a0 vont être égaux à 0 et tous les an vont être égaux à 0. C'est pour ça qu'on a construit une fonction impaire. Donc tout ce qu'on a à calculer, c'est les bn. D'accord. Donc là les bn ils sont égaux, alors 1 sur L, L c'est égal à 2 moins 2, c'est-à-dire 4 divisé par 2. Donc ça fait 1 sur 2. Okay. Fois f extension impaire de x sinus npx sur 2. Ok, on va construire ça, et ça on se rappelle que la fonction étant, je ne sais plus si je l'avais rappelé ça, quand une fonction est impaire, et là cette fonction là est impaire, parce que c'est un produit de deux fonctions impaires, est-ce que j'ai une bêtise là ? Pardon, j'ai le droit de couper en deux, j'ai un petit trou là, pourquoi je coupe en deux ? Bon.
Oui, c'est la fatigue d'enregistrer ça. Ça finit par frapper. Oui, on intègre sur une période et on a le droit, puisque au contraire, la fonction est devenue paire, c'est un produit de deux fonctions impaires, la fonction est devenue paire, et on intègre sur deux fois la période de la fonction paire, donc on peut intégrer sur la demi-période en multipliant par deux, si je dis pas de bêtises. Bon, à vérifier, là, je suis un peu fatigué. Donc on a le droit de faire ça en tout cas. Ouais. Okay. Donc on a deux fois cette intégrale de 0 à 2 qui est égale à ça. Et donc le 2 et le 2 simplifient et tout ce qu'on a c'est ça. Ok, donc on châle notre intégrale. Hein. On intègre de 0 à 1 et de 1 à 2. De 0 à 1, la fonction f vaut 2x, sinus npx sur 2. Et de 1 à 2, elle vaut 2, simplement, sinus npx sur 2. Ok, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On va juste écrire on intègre par partie. Là, je suis allé un petit peu plus vite. Il faut faire la méthode DI pour faire les choses proprement. Et donc, si vous faites les choses proprement, vous allez trouver ça. Vous allez trouver, alors déjà, on sort le 2 qui est là. Hein. Et ensuite, ce qu'on a, donc, c'est ce x sinus npx sur 2 ici. Il est égal à, pour ce qui est de sa primitive, à moins 2x cosinus npx sur 2 sur np, plus 4 sinus npx sur 2 sur n2pi2. D'accord ? Donc là, le 2 sur np, c'est le np sur 2 qui a basculé de côté. Ok ? Et ça, c'est le 4 sur n2pi2, bah, c'est le carré de np sur 2, mais basculé quand on a primitivé le sinus. D'accord ? Ok, donc ça, c'est bien notre intégrale qu'on veut entre 0 et 1. Et ici, on veut cette intégrale là, donc la primitive de sinus npx sur 2, bah là, c'est direct. Hein, c'est moins cosinus npx sur 2 fois l'inverse de np sur 2, donc fois 2 sur np. Ok, il faut qu'on traite les termes maintenant. Alors en 0, le sinus pouf va disparaître. En 1, ça fera du... Oh, il faut écrire tranquillement les choses. J'ai tout mis parce que on va tout raisonner calmement. Ça va bien. Donc alors là, oui, on va faire en 0 d'abord. Donc en 0, ça fait sinus de 0 qui fait 0 et 2 fois 0 qui fait 0. Donc en 0, il n'y a rien. En 1, on a 2 fois cosinus np sur 2. Ok, avec le moins devant qui ne disparaît pas. Et en 1, ici, on a 4 fois sinus np sur 2. Le tout sur ici n2pi2 et là sur np. Ici, même punition, il faut calculer, alors les deux termes pour l'instant sont pas annulés. Hein. Ça fait moins 2 cosinus np, parce que le 2 et le 2 vont se simplifier, et en 1, ça fait moins qui fait plus 2 cosinus, donc en 1, ça fait np sur 2, d'accord, le tout sur np. Ok, donc c'est ça nos termes pour l'instant. Et maintenant, on va regrouper les choses qui sont au même dénominateur, simplement, dans la mesure où on peut. Hein. Donc ici, le terme en sinus, ça fait 2 fois 4 qui fait 8 sinus np sur 2 sur n2pi2. Okay. Et après, on a tous ces termes qui sont sur np, là, et qui sont des cosinus. Donc maintenant, il faut compter ces abattis, si je puis dire. On a moins 2 fois 2, ça fait 4. Alors ça fait moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Donc ça fait moins 4 cosinus np sur np. Okay. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à simplifier complètement. Bon, je l'ai fait pour lui, le cosinus np, je l'ai ramené à moins 1 puissance n. Ici, le sinus np sur 2, c'est un peu plus compliqué parce que le sinus np sur 2, quand n va être égal à 1, ça fera sinus pi sur 2 qui fait 1. Quand n sera égal à 2, ça fera 0. Quand n sera égal à 3, ça fera moins 1. Quand n sera égal à 4, ça fera 0. Donc on voit que ça alterne entre 0, moins 1 et 1. Donc c'est un peu moins sympathique. On peut un peu moins facilement le ramener à une relation comme celle-là. Donc je l'ai laissé comme ça, c'est plus simple. D'accord. Donc au total, la série de Fourier de f impair de x, elle est égale à somme de n égale 1 à l'infini. Là, il n'y a pas de a 0, hein, parce que tous les a sont égaux à 0. De 8 sinus np sur 2 sur n2pi2, moins 4 sur np fois moins 1 à la puissance n, le tout fois sinus npx sur 2. Okay. On peut prendre quelques séries tronquées. Donc en 1, ça fait 8 sinus pi sur 2 sur pi carré. Sinus pi sur 2, ça fait 1, donc ça fait 8 sur pi carré. D'accord. En n égale à 1, ça fait moins 1. Moins, ça fait plus. Donc plus 4 sur pi. Sinus pi x sur 2. Okay. Si on prend n égale à 2, en n égale à 2, on voit que ça nous fait, pour le terme 8 sinus np sur 2, ça fait du 8 sinus pi qui fait 0. Donc ce terme-là disparaît. Okay, pour le 2. Il ne reste plus que le terme en puissance n ici. Ça fait moins 4 sur 2 pi fois moins 1. Donc ça fait fois 1, pardon. Donc ça fait moins 4 sur 2 pi sinus 2 pi x sur 2.
On peut simplifier un peu si on veut, hein, ça va faire moins 2 sur pi fois sinus pi x. Je l'ai gardé sous cette forme-là pour qu'on voit le schéma qui se répète en fait toujours le même. Une fois qu'on a compris le schéma, on peut le faire beaucoup plus vite en fait. Ok, SF3, donc on reproduit les SF1, SF2, plus le terme en 3 donc. En 3, ça fait 8 sinus 3 pi sur 2, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 8 sur 9 pi carré. Et ici, en n égale à 3, ça fait 4 sur 3 pi. Le moins par moins va devenir plus, donc plus 4 sur 3 pi, sinus 3 pi x sur 2. Ok, on a fait SF1, SF2, SF3. Voilà, on peut faire la même chose, on va voir, on va les tracer après, pour comparer, on va voir un peu des trucs rigolos. On peut faire la même chose et trouver la série en cosinus, pour la même fonction, d'accord. Donc pour trouver sa série en cosinus, il faut faire son extension paire. Donc son extension paire, c'est je vais monter comme ça et me stabiliser comme ça. D'accord. Et donc je vois qu'effectivement, si je prends le f de moins 1,5, mettons, qui fait 1, je retrouve la même chose pour f de moins 1,5 qui fait 1 aussi. Donc ça, c'est bien l'extension paire de f. Et donc comment est-ce qu'elle se comporte, l'extension paire de f? Entre 1 et 2, c'est la même chose que ici, c'est 2. Entre 1 et 0, c'est la même chose que ici, c'est 2x. Entre moins 1 et 0, on voit que ça a la même pente que là, mais négative. Donc là, c'est moins 2x, ici. Et en haut, là, c'est 2 à nouveau qu'on retrouve. Entre moins 2 et moins 1. Okay. Donc ça, c'est l'extension paire de f. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver sa série de Fourier. D'accord. Donc ça, je vous le laisse faire. Ça refait faire les mêmes calculs. Ça devient un peu répétitif et on en a déjà fait beaucoup ensemble. Donc prenez le temps pour le coup de l'écrire et de le faire vous-même. Ça permet de s'entraîner un peu. Et donc ce que vous allez trouver, c'est que le A0 vaut 3,5. Et ensuite, ce que vous allez obtenir, c'est cette relation-là. C'est 8 sur pi carré, somme de n égale 1 à l'infini de cosinus npi sur 2 moins 1 sur n carré cosinus npx sur 2. Okay. À nouveau, on peut développer par exemple jusqu'à n égale à 4. Donc on a 3,5. Plus, alors le 8 sur pi carré, on le factorise. Ça sert à rien de le mettre pour chaque terme. Donc quand n égale à 1, ça fait cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, ça fait sensiblement 0. Moins 1 sur n carré fois cosinus pi x sur 2. Okay, donc ça, c'est le terme en n égale à 1. Le terme en n égale à 2, ça fait cosinus 2 pi sur 2, ça fait cosinus pi qui fait moins 1. Ça fait moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2 au carré, ça fait moins 2 sur 4. Cosinus de 2 pi x sur 2. D'accord, cosinus pi x si vous voulez, mais bon, on garde le schéma. En n égale à 3, ça fait cosinus 3 pi sur 2. Cosinus 3 pi sur 2, ça fait 0. Moins 1 sur 9. Cosinus 3 pi x sur 2. Okay. Et c'est là que ça devient rigolo. C'est pour ça qu'on est jusqu'à 4. En n égale à 4, ce qu'on voit, c'est qu'on a du cosinus 2 pi. Cosinus 2 pi, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, il n'y a pas tous les multiples de 4 ici vont avoir 0. À nouveau, c'est pour des questions de symétrie. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et voilà. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de tracer les choses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on regarde juste la période? Ce qu'on voit, c'est que l'extension impaire, elle nous fait des belles oscillations là au niveau de ce qui est en fait un saut. Et alors que la fonction de la série de Fourier paire, ici, elle converge très très bien partout. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a des sauts? En fait, on a un saut parce que si on se rappelle que ça, c'est une fonction qui est périodique, c'est-à-dire que quand on la déplace par exemple vers la gauche, le point qui est là, il arrive ici. Et donc il y a un gros saut ici en fait. Donc au bord de ce point-là, en fait, on est rabouté ici, et ça correspond à un saut. C'est pour ça qu'on a des belles oscillations là. Et voilà. Alors que ici, quand on raboute ce bout-là à ce bout-là, il n'y a pas de saut. Cette fonction est continue. Et donc la série de Fourier converge beaucoup plus vite. Ok. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les oscillations, comme on avait tout à l'heure, qui augmentent en amplitude quand on s'approche du saut. Et on voit que ça converge vers la demi-valeur du saut. Parce que là, on saute de 2 à moins 2, la demi-valeur c'est 0, et on voit qu'effectivement là ça tombe vers 0, et là ça tombe vers 0. La série de Fourier converge vers la demi-valeur, on va en reparler bientôt. Ok. Je voulais peut-être prendre 30 secondes. Ouais, non, on parlera de convergence plus tard. Ok, et dernier type de série de Fourier qui va pouvoir être utile, c'est les séries de Fourier complexes. Vous vous rappelez de cette brave formule de l'air. La formule de l'air, pour mémoire, c'est exponentielle i θ égale cos θ plus i sinus θ. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que on peut peut-être bidouiller avec ces sinus et ces cosinus, et on ne va pas s'en priver.
on peut, à partir de là, montrer que cos θ, c'est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et c'est aussi égal à cosinus hyperbolique de iθ, pour mémoire. Et sinus θ, ça va être égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, ce qui est égal à moins i sinus hyperbolique de iθ. Voilà, si vous vous rappelez des fonctions hyperboliques, des définitions des fonctions hyperboliques, là on a directement la fonction cos h, et là on a moins i fois sinus hyperbolique en fait. Ok, et donc on peut définir ce qu'on appelle les séries de Fourier complexes, et cette fois-ci, pour les définir, on va les définir de façon un petit peu différente. Donc c'est pour une fonction qui est continue par morceaux sur moins L cette fois-ci, que c'est là que ce sera intéressant de travailler avec en fait. La fonction f de x se transforme en une série de Fourier qui est une somme de n égale moins l'infini à plus l'infini. Tout à l'heure, quand on travaillait avec cosinus et sinus séparément, ça allait être 0 à l'infini, de 1 à l'infini d'ailleurs même. Là, cette fois-ci, ça va de n égale moins l'infini à l'infini, de cn fois exponentielle inpx sur L. Voilà. Donc ça, c'est la série de Fourier complexe de la fonction f. Les cn, je ne prends pas le temps de démontrer tout ça, comme on l'avait fait le coup d'avant, mais vous pouvez, alors pour le coup, amusez-vous à le faire, hein, c'est un bon petit exercice, ça fait manipuler pas mal de choses, mais un peu dans le même esprit que ce qu'on avait fait avant. Cn, ils vont être donnés par 1 sur 2L, intégrale de moins L à L, f de x fois exponentielle moins inpx sur L dx. Ça devient, en fait, c'est une façon de travailler qui est assez rentable quand on a une fonction f qui n'est ni paire ni impaire. Ça fait qu'on va tout résoudre en une seule intégrale, qui en plus implique un exponentiel qui est, une fonction exponentielle, ce qui est quand même plutôt sympathique en général à traiter. Voilà, donc ça peut être pratique. Néanmoins, bien sûr, on peut faire un lien entre les séries de Fourier complexes et les séries de Fourier réelles. Donc les coefficients Cn sont égaux en fait à n moins ibn sur 2, et les coefficients c moins n sont égaux à n plus ibn sur 2. Okay. Et donc on peut retrouver les an, ils sont égaux à cn plus le c moins n correspondant, et les bn, ils sont égaux à i fois cn moins c moins n. Voilà, à partir de cette relation-là, on peut retrouver ces deux-là. Je ne démontre pas tout ça, à nouveau. Là, allez voir un bouquin de série de Fourier pour faire ça en détail. Ça devient un peu trop taquin pour qu'on perde du temps là-dessus. Ce qu'on va faire en revanche maintenant, c'est déterminer la série de Fourier complexe de la fonction carrée. On va la voir tout de suite si elle n'est pas claire pour vous. Et on va voir un peu quelle propriété sympathique ça va nous donner. Donc la fonction carrée, elle vaut moins 1, enfin telle qu'on l'a définie ici, elle vaut moins 1 entre moins pi et 0, et elle vaut 1 entre 0 et pi. Alors on voit qu'elle est impaire, et que ce serait plutôt sympathique de ne pas passer par là, mais on va s'entraîner quand même dessus pour se faire les dents. Donc C0 est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de f de x dx, ça change pas. Donc ça fait, on chale, entre moins pi et 0, ça fait moins 1 qu'on intègre, et entre 0 et pi, on intègre 1. D'accord. Ok, donc ça, si vous faites le calcul, on peut factoriser par 1 sur 2pi, intégrale de 0 à moins pi. Je fais sortir le moins, et j'absorbe le moins en intervertissant les bornes. Donc ça fait intégrale de 0 à moins pi, l'intégrale de 0 à pi, de dx à chaque fois. Donc ça fait 1 sur 2pi, moins pi plus pi, ça fait 0. D'accord. Bon, mais la fonction était impaire, donc on savait que le A0 et donc le C0 devait être 0, devait être nul. Maintenant, pour les Cn avec n différentes 0, les Cn sont égaux à 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi, de f de x exponentielle moins inx dx. Ok. Donc à nouveau, on doit chaler, donc ça fait 1 sur 2pi, facteur de moins intégrale, j'ai déjà sorti le moins 1, je l'ai sorti le signe moins directement, de moins pi à 0, exponentielle moins inx dx, plus l'intégrale de 0 à pi, de exponentielle moins inx dx. Ok, donc j'ai fait pas mal de calculs d'un coup, enfin non, la primitive de exponentielle moins inx, c'est moins exponentielle moins inx sur in. D'accord. Donc on sort le in directement, donc il vient ici en facteur. Et ce qu'on a, ouais, j'ai fait tous les calculs d'un coup, j'étais un peu un barbare sur ce coup-là. Ça nous fait du moins 1 moins exponentielle moins in pi, le moins a disparu pour je ne sais pas quelle raison là pour le coup, il manque, plus exponentielle moins in pi moins 1. Ok. Et on peut non, il est pas. Pardon, le moins c'est normal qu'il disparaisse, ça fait moins par moins ici, qui fait plus. Donc c'est bien exponentielle plus INP, il n'y a pas d'erreur pour une fois sur ma slide. Voilà, on regroupe un petit peu nos termes.
ça nous fait du moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Moins moins, ça fait exponentielle INP, plus exponentielle moins INP. Donc, si vous vous rappelez de la définition du cosinus, exponentielle INP plus exponentielle moins INP, ça c'est 2 fois cosinus NP. D'accord, c'est les définitions que j'ai rappelées tout à l'heure qu'il y a entre l'exponentielle θ et le cosinus. Et donc voilà, on a trouvé I sur 2 pi n de cosinus NP moins 2. On peut sortir les deux là, les simplifier. Ça fait I sur pi n cosinus NP moins 1. Et cosinus NP, on sait l'écrire, c'est moins 1 à la puissance n moins 1. Donc nos coefficients Cn, on peut les ramasser sous la forme I sur pi n moins 1 à la puissance n moins 1. Ok. Donc pour les n pairs, ça va faire plus 1. 1 moins 1, ça fera 0, donc ça va disparaître. Pour les n impairs, ça fera moins 2. Voilà. Le terme en parenthèse. Et maintenant, on peut écrire les AN et les BN. Donc les AN sont égaux à CN plus C moins N. Ok. Donc maintenant, on écrit la relation. Ça fait I sur pi n moins 1 à la puissance n moins 1 plus I sur pi fois moins n fois moins 1 à la puissance moins n moins 1. Ok. Donc, on peut mettre I sur pi n en facteur. D'accord. Le moins qui est là, on le fait monter en haut, simplement. Donc ça fait moins 1 à la puissance n moins 1 moins 1 à la puissance n moins 1. Ça fait 0. Ok, on pouvait l'intuiter dès le début, que la n soit nulle, parce qu'on avait dit que la fonction était impaire. Mais bon, voilà. On a pris la longue route de la série de Fourier complexe, qui n'est pas très rentable sur cet exemple, je suis désolé. On n'est pas toujours au meilleur de sa forme. Et les Bn sont égaux à I fois Cn moins C moins N. Donc c'est pareil, on refait la même chose. Donc les I fois I sur pi n moins 1 à la puissance n moins 1, moins I sur pi moins n moins 1 à la puissance moins n moins 1. Ok. Donc cette fois-ci, en fait, on retrouve la même chose que là, mais avec un plus à la place du moins, au final. Enfin, c'est quasiment la même chose, il faut le diabler dans les détails, il ne faut pas que j'aille trop vite, il y a un i quand même devant. Alors, j'ai fait plein d'opérations d'un coup. Non, j'ai sorti le i, mis en facteur et sorti i fois i, ça fait moins 1, d'accord. Les sur pi n, je l'ai sorti là, d'accord. Donc là, on a moins 1 puissance n moins 1. Donc lui, il n'a pas changé, on a sorti tout le i sur pi n. Et ici, comme on a sorti le i sur pi n, le moins remonte là, il devient un plus. Donc ça fait moins 1 puissance n moins 1 plus moins 1 puissance n moins 1. Donc ça fait 2 fois moins 1 puissance n moins 1, donc ça fait moins 2 sur pi n, moins 1 puissance n moins 1. Okay. Donc là, pour les n pairs, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et pour les n impairs, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4 sur pi n. Donc au total, la série de Fourier complexe, elle s'écrirait somme de n égale moins l'infini à l'infini de i sur pi n, moins 1 puissance n moins 1, exponentielle inx. D'accord. Et on peut la traduire en série de Fourier réelle, sous cette forme, somme de n égale 1 à l'infini de moins 2 sur pi n, moins 1 puissance n moins 1, sinus nx. Ou si on tient compte du fait que c'est que les nombres impairs qui restent, ça nous fait ça. Bon, c'est moins pertinent. Donc on peut écrire les premiers termes de la série de Fourier réelle, c'est sinus x plus sinus 3x sur 3 plus sinus 5x sur 5 plus etc. Ok. Traçons un peu les choses. Alors là je suis allé jusqu'à n égale 25 et vous voyez en bleu c'est la série de Fourier et en rouge c'est notre fonction carrée là qui vaut moins 1 de moins pi à 0 et qui vaut 1 de 0 à pi. D'accord. Et on voit ici en bleu la série de Fourier qui oscille autour de la bonne valeur et qui a des fortes oscillations à nouveau au niveau du saut, puisqu'on voit que là on a un saut magnifique et on retrouve en fait le même ici, puisque la fonction est prolongée périodiquement ici. D'accord. Voilà. Donc le temps est venu de parler de convergence des séries de Fourier, pour voir un peu comment les choses se passent de façon un tout petit peu plus formelle, sans rentrer dans la définition, juste se dire un peu les choses. Alors, d'abord on va rappeler quelques définitions de convergence, ou les découvrir ensemble, ça dépend. Si on a une suite de fonctions, fn de x, donc nos séries de Fourier tronquées, c'est une suite de fonctions. Quand je prends SF10, SF15, SF20, je fais augmenter ma série de fonctions. Définie sur un intervalle i, typiquement la période de ma fonction. On dit qu'elle converge uniformément vers une fonction f, en question donnée, sur cet intervalle i, si et seulement si, pour n'importe quel epsilon, c'est-à-dire n'importe quel petit nombre, on peut trouver un entier naturel qui dépend de ce nombre. C'est-à-dire que si on veut que l'écart, donc epsilon ce sera l'écart entre la fonction et le fn.
la fonction d'ordre n qu'on considère. Si on veut que cet écart soit inférieur à une certaine valeur epsilon, ce nombre entier va augmenter. Si par exemple je veux que l'écart max entre ma fonction f et la nème fonction de ma série soit inférieur à, mettons, 10-2, peut-être qu'il faut un n égale à 25. Si je veux un écart qui soit 10-4, peut-être que là il faudra un n égale à 250 par exemple. D'accord. Tout ce qu'on dit là simplement, c'est que pour n'importe quelle valeur de x, on peut garantir que ce sera inférieur, la différence entre la fonction fn et la fonction f dont on parle, en fait notre série de Fourier tronquée à n et notre fonction sera inférieure à epsilon de façon garantie, pourvu qu'on ait développé un nombre suffisamment grand. D'accord. Ça, c'est une convergence uniforme. Pour avoir une petite idée de ce que ça peut vouloir dire, ici, là, vous avez une illustration. Là, une série de fonctions qui convergent uniformément vers 0, pour le coup. Là. D'accord. Donc, on a cette première fonction bleue, là, puis on augmente l'ordre, et partout, c'est en train de se rapprocher de 0 simultanément. Là, la convergence est non uniforme. Là, la fonction se rapproche de 0 quand on passe de la bleue à la rouge, sauf qu'elle augmente dans une partie de son domaine de définition. Elle ne converge pas partout dans le domaine de définition de la même façon. Et là, quand on voit qu'on a augmenté l'ordre suffisamment, ben là, la jaune, elle est très proche de 0 ici, mais là, en revanche, elle passe par un maximum qui est plus élevé que ne l'était la bleue. Donc, elle ne converge pas uniformément. Et plus on va augmenter dans les ordres, plus effectivement, ça vaudra, entre guillemets, 0 partout. Mais ici, on va passer vers des maximums. Alors, soit qui vont saturer, soit qui vont diverger. Ça, c'est encore une autre question. Mais... voilà. Donc la convergence uniforme, ça veut dire que partout dans tout le domaine, je vais bien me rapprocher uniformément sur tout le domaine de ma fonction de référence, si vous voulez, de la fonction dont je prends la série de Fourier, disons, pour nous, c'est ça qui nous intéresse. Alors si la convergence n'est pas uniforme, il y a des parties du domaine où ça va bien converger, des parties du domaine où ça ne va pas bien converger. Et donc, on aura une convergence uniforme de série de Fourier dès lors que les fonctions seront des fonctions lisses. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au début, hein, entre moins L et L, d'accord, et que f de L sera égal à f de moins L. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun saut, ni à l'intérieur du domaine de la fonction, ni quand on raboute la fonction avec elle-même, quand on la rend périodique. D'accord. Et dans ce cas-là, si on a bien cette propriété-là, donc si la fonction est lisse, et qu'on a bien f de L égale f de moins L, dans ce cas-là, sa série de Fourier converge absolument et uniformément sur tout le domaine. Voilà. Ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le théorème de Dirichlet, hein, qui nous parle des propriétés de convergence. Donc, pour une fonction f de x lisse par morceau, sa série de Fourier s'écrit comme on l'a toujours écrit, donc je la relis pas, hein, avec les a0, n et bn qu'on a définis comme jusque-là. Elle a les propriétés suivantes. Si f est continu en un point x0, d'accord, qui est dans le domaine de définition, la série converge vers f de x0. Si elle est continue, c'est-à-dire qu'il y a une limite à droite, une limite à gauche, et que f de x0 vaut la même chose que la limite à droite et la limite à gauche. Dans ce cas-là, la série de Fourier de f converge vers f, automatiquement, entre guillemets. S'il y a un saut en x0, la série va converger vers la moyenne des limites à gauche et à droite. C'est-à-dire que la série de Fourier de f en x0, dans ce cas-là, puisqu'il y a un saut, converge vers f de x0 plus f de x0 moins sur 2. Et aux extrémités, en fait, en plus L et en moins L, elles convergent en fait comme si on raboutait la fonction, enfin en raboutant la fonction. Donc vers f de moins L plus f de L moins sur 2. Réfléchissez bien, hein, ça revient à dire qu'on a rabouté la fonction elle-même et qu'elle converge vers un éventuel saut. Et donc si la fonction est continue, ça va converger vers la fonction, et si la fonction n'est pas continue, ça va faire comme sur un saut. Voilà. Alors on va qualifier un petit peu ces phénomènes d'oscillation qu'on a vus depuis le début. Là, ce que j'ai tracé, c'est les de n égale 1 jusqu'à n égale 500, des séries de Fourier de l'onde carrée qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Hein. Donc là, de moins pi à 0, elle vaut moins 1, et de 0 à pi, elle vaut 1. Ce qu'on voit, c'est assez rigolo, si je puis dire, c'est que d'abord, quand on augmente l'ordre, on voit qu'effectivement, par exemple, si on prend la n égale à 1 ici, la fonction R d'abord part bien par 0, le demi-saut dès le début, et ce sera le cas pour tout le monde là, dans ce cas-là. Et la fonction a un max qui est au milieu là. Au fur et à mesure qu'on augmente dans l'ordre, le maximum de la série de Fourier se déplace de plus en plus vers le saut. C'est-à-dire que si on regarde nos séries de Fourier, au fur et à mesure qu'on augmente l'ordre, elles se comportent bien loin du saut, de mieux en mieux loin du saut, et en revanche, elles ne se comportent pas bien près du saut. Ce qu'on observe, en revanche, c'est que le maximum par lequel passe notre série de Fourier, lui, il finit par saturer à une valeur qui est égale, grosso modo, à 9% de l'amplitude du saut.
Donc ça, notre amplitude de saut ici, elle vaut 2. Hein. De 1 à moins 1, ça fait 1 moins moins 1, ça fait 2. 9% de 2, ça fait à peu près 0,18. Donc on voit que ici, effectivement, on est borné par la valeur 1,18. D'accord, au-dessus, et moins 1,18 en dessous. Donc le max ici de la série de Fourier tend vers 9%, tant qu'on tronque la série de Fourier avant l'infini. Si on prend la série de Fourier jusqu'à l'infini, alors effectivement, ça va bien se comporter. Mais par définition, on ne pourra pas prendre ça. Ok. Ok, maintenant on va finir par voir un ensemble d'opérations sur les séries de Fourier, et ça terminera ce qu'on a à voir ensemble. Je vais aller un peu plus vite, parce que c'est des choses qu'on va utiliser quand on manipulera les équations à dérivées partielles. On va juste prendre un petit exemple en passant une fois, mais sinon pour le reste, on va pas trop se compliquer la vie. Donc on arrive au bout, courage. Donc côté linéarité, si on a f et g qui sont des fonctions continues par morceau sur le domaine AB, d'accord, et C1 et C2 qui sont des scalaires, dans ce cas-là, la série de Fourier de C1f plus C2g, ça va être C1 fois la série de Fourier de f plus C2 fois la série de Fourier de g. Parce que la série de Fourier est une opération linéaire, il n'y a que des sommes et des intégrales qui sont que des opérations linéaires, ou des multiplications par des scalaires qui sont tout à fait bien traitées par la linéarité. Donc tout ça, ça fait que si on cherche la série de Fourier de deux fonctions dont on connaît les séries de Fourier, qui est une somme de deux fonctions dont on connaît les séries de Fourier, on peut simplifier la vie et travailler comme ça. Maintenant, on peut avoir envie de faire des dérivations. Donc on considère, alors je me mets dans un cas un peu sympathique, ça peut se généraliser, je le dirai après, mais pour l'instant, pour commencer, je me mets dans un cas un peu sympathique parce que ça permet de mieux traiter les choses. Donc on considère une fonction f qui est continue sur moins pi pi, d'accord, avec f de moins pi égale f de pi, okay, et f' qui est lisse par morceau. Alors attention, hein, il y a une contrainte un peu forte ici, hein, il faut que non pas f soit lisse par morceau, mais f' soit lisse par morceau, enfin soit une fonction lisse quoi, sur le même domaine, moins pi pi, d'accord. Dans ce cas-là, la série de Fourier est différenciable, quel que soit x dans le domaine de définition, tant que f seconde de x0 existe. Donc on a pas mal de il y a pas mal de petits bémols auxquels il faut être attentif quand on fait ce genre d'opération. Dans ce cas-là, elle existe, hein, et la série de Fourier de f est celle-là, et la série de Fourier de la dérivée, ben, c'est la dérivée de la série de Fourier. Donc la dérivée de A0, ça devient 0. Hein. Et quand on dérive les termes ici, la dérivée de cosinus nx, ben, c'est moins n sinus nx. Okay. La dérivée de sinus nx, c'est n cosinus nx. Donc on voit qu'on a un n qui multiplie les deux qu'on peut faire sortir devant. D'accord. Le an, il reste devant, et le cos nx ben, devient moins sinus nx, et le sinus nx devient cos nx. D'accord. Ok. Donc ensuite, si on a un point x0 où f seconde de x0 n'existe pas, mais si f' possède des dérivées à droite et à gauche, dans ce cas-là, la série dérivée de Fourier, là, enfin la dérivée de la série de Fourier va converger vers f' de x0 plus f' de x0 moins sur 2. D'accord. Voilà. Donc ça pour dire que si on satisfait ces conditions-là, on a le droit en quelque sorte moralement de dériver la série de Fourier pour trouver la série de Fourier de la dérivée. Enfin, une série de Fourier de la dérivée. Voilà. Prenons un exemple. Là, ici, à droite, j'ai rappelé ce qu'on vient de dire. Hein. La série de Fourier de f est égale à ça. La série de Fourier de la dérivée de f serait égale à ça en dérivant la série de Fourier. Et on va considérer une fonction qu'on a déjà vue et une autre fonction qu'on a déjà vue, si vous avez bien suivi. Il y a cette fonction qu'on a vue au début, qui était une fonction qui va de... je ne sais plus si on l'avait vue. Si, c'est la fonction d'Annecy. La fonction d'Annecy qu'on a vue au début qui était continue. Donc de moins pi à 0, elle vaut moins x. Et de 0 à pi, elle vaut x. Donc cette espèce de v que ça faisait là. Ça faisait une fonction continue. Et si on dérive cette fonction-là, elle est égale à quoi cette fonction-là? Elle est égale à notre fonction moins 1 entre moins pi et 0 et 1 entre 0 et pi. La dérivée de moins x c'est moins 1, la dérivée de x c'est 1. Et ça c'est la fonction créneau qu'on a vue juste avant. On avait déjà calculé donc toutes ces séries de Fourier. Donc la série de Fourier de celle-là, je vous laisse revoir, hein, on l'avait écrite. Elle valait pi sur 2, moins somme de k égale 0 à l'infini de 4 sur 2 pi carré, de k plus 1 pardon, carré fois pi, cosinus de k plus 1 x. Et la série de Fourier de celle-là, on l'avait déterminée tout à l'heure, elle valait somme de k égale 0 à l'infini de 4 sur 2k plus 1 fois pi fois sinus de 2k plus 1 fois x. Alors tout ce qu'on va pouvoir faire là, c'est vérifier qu'en dérivant ça, on obtient ça. On peut le faire à l'œil. Hein. La dérivée de pi sur 2, c'est 0, donc ça disparaît. La dérivée de 2k plus 1, de cosinus de k plus 1, pardon, c'est moins sinus. Donc là, moins par moins, ça va faire un plus.
Donc c'est 2k plus 1 fois sinus 2k plus 1 sur x. Les 2k plus 1 ici et là se simplifient. Ça fait 2k plus 1 au lieu de 2k plus 1 au carré. Le 4 reste un 4, le pi reste un pi, et le cos devient un sinus. Et donc on a bien, en dérivant ça, obtenu ça. D'accord. On a bien que la série de Fourier de f dérivée nous donne la série de Fourier de f'. Parce que la fonction est sympathique et a les propriétés suffisantes qu'on a énoncées avant. Là, j'ai pas réexaminé toutes les propriétés, je voulais juste montrer que ça marchait. C'est une bonne idée de faire pause et de vérifier que ce qu'on s'était donné comme condition est effectivement validé ici. Voilà. Parce que la dérivée seconde là, de cette fonction-là, c'est 0 partout. Donc elle existe bien, elle est bien définie partout, il n'y a pas de problème. En revanche, notre f' a un saut, et donc au niveau du saut, on aura le phénomène d'oscillation qu'on a vu avant, le phénomène de Gibbs. Voilà. Je voulais profiter juste de cette petite interlude pour dire un truc que j'avais pas dit jusque-là. Pourquoi est-ce que ça converge plus vite? Enfin, où est-ce qu'on peut voir que ça converge plus vite pour les fonctions continues et les fonctions discontinues? Profitons-en là, pour le coup. Cette fonction-là, on se rappelle, elle est continue, ça fait des créneaux en dents de scie qui sont reliés les uns aux autres. Cette fonction-là, elle est discontinue. Et là, ce que vous voyez, c'est que pour la fonction continue, on a un terme n carré ici, et là, pour la fonction discontinue, on a un terme n seulement. Ça veut dire que si n augmente de 10 ici, là, ça va diviser par 100. Et donc, les termes vont de moins en moins contribuer à la série, et très rapidement, ça va converger de façon satisfaisante. Là, ici, si on prend n égale à 10, ça divise que par 10. Ça va aller pour tous les termes ultérieurs, il faudra prendre de plus en plus de termes pour avoir un niveau de convergence aussi satisfaisant que celui-là. Avec les moins, il faut en prendre, là ici, on va au carré, et là, on va que la puissance 1 vers ce qui nous intéresse. C'est juste, je le dis vraiment avec les mains, il faut regarder ça plus proprement sur les séries de Fourier, mais c'est juste pour attirer votre attention sur ce fait-là. Quand on a des sauts, ça nous fait ces termes puissance 1, alors que quand on a une fonction continue, on a du carré ici, et ça va donc plus vite. Voire mieux que ça, suivant le type de situation. Ok. On peut dériver aussi les séries de Fourier en cosinus ou les séries de Fourier en sinus. Donc si f est continu sur 0π, d'accord, et que f' est continu par morceau sur 0π, il y a un peu moins de conditions, là vous voyez c'est un peu plus sympathique. Alors la série de Fourier de f peut se dériver en tout point où f seconde existe. Dans ce cas-là, f' de x aura comme série de Fourier la dérivée de la série de Fourier, qui ressemble furieusement à ce qu'on a vu juste avant. Et si f est continu sur 0π, que f de 0 est égal à f de pi est égal à 0, et que f' est continu par morceau, donc ça c'est pour en fait garantir qu'on n'aura pas de mauvaise surprise au niveau d'un saut éventuel à ce niveau-là. Dans ce cas-là, la série de Fourier en sinus peut être aussi dérivée et va tendre correctement vers la dérivée, pourvu que f seconde existe. Là où f seconde n'existe pas, c'était comme tout à l'heure, ça converge vers en fait ce qui correspond à un saut dans la dérivée première de f, donc vers f' de x plus f' de x moins sur 2. Voilà. On a vu la dérivation des séries de Fourier, on peut voir l'intégration des séries de Fourier. Donc si f est continue par morceau sur moins pi, sa série de Fourier s'écrit comme ça, d'accord. Comme elle est sur moins pi, c'est cosinus nx et sinus nx, c'est pas cosinus npx sur l, etc. Et dans ce cas-là, l'intégrale de moins pi à x de f de x dx, ok, pour être obtenue en intégrant terme à terme. D'accord. Alors, en revanche, attention, cette intégrale-là, elle définit bien une nouvelle fonction, dont on pourrait prendre la série de Fourier. Mais ça, c'est pas la série de Fourier de la fonction en question, parce que c'est pas une série de Fourier du tout. Parce que quand on intègre A0, ça nous donne un terme qui est A0x, d'accord, qui lui a rien à faire dans une série de Fourier. Donc, quand on intègre la série de Fourier, on ne trouve pas la série de Fourier de la primitive de la fonction. On trouve une autre série, qui peut avoir un intérêt par ailleurs, mais qui n'est pas une série de Fourier. Voilà, tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit pour l'intervalle moins pi, ça se généralise à un intervalle moins LL, c'est juste que c'est un peu moins sympathique à manipuler, et donc j'ai pas voulu le faire pour gagner un peu de temps. De toute façon, on verra au fur et à mesure quand on fera les EDP ce qui nous sera nécessaire. Voilà. Et une dernière propriété, on verra si on en a vraiment besoin, j'en suis pas totalement convaincu, mais c'est marrant à noter, c'est peut-être plus logique dans un cours qui serait que sur les analyses de Fourier, mais j'ai trouvé ça marrant. Si f est une fonction périodique et qu'on peut trouver un nombre entier k qui appartient à n+, donc positif, tel que si vous prenez la somme de n égale 1 à l'infini de n puissance k des valeurs absolues de n plus valeur absolue de bn qui convergent, donc vous prenez n, le n des séries de Fourier là, vous l'élevez à la puissance k, si vous trouvez un terme k tel que ce truc là converge,
d'accord, vers une valeur finie donc. Dans ce cas-là, f aura des dérivés qui seront continus pour f', f seconde jusqu'à la kème dérivée. D'accord. Et les séries de Fourier de ces dérivés seront les dérivés des séries de Fourier successives. Donc dans ce cas-là, ça se comporte très bien. Bon, à mettre en place, c'est un peu tordu. Je m'en veux un peu de vous l'avoir mis parce que c'est pas. Je pense pas qu'on s'en servira tant que ça, mais bon, on verra bien. Voilà, ça clôt ce cours sur les séries de Fourier. Je répète ce que j'ai dit au début. C'est pas un cours complet sur les séries de Fourier, très loin s'en faut. On a vu comment on pouvait calculer des séries de Fourier. On a vu ce que ça voulait dire que des séries de Fourier d'abord. On a vu comment on pouvait les calculer. On a vu les conditions de convergence. On a vu qu'une fonction, on pouvait prendre des extensions paires ou impaires, et ça allait être important pour la suite des opérations, puisque nos équations dérivées partielles sont définies d'habitude sur des intervalles 0, L, que nos fonctions propres sont peut-être pas cosinus et sinus, mais peut-être cosinus ou que cosinus, et donc on aura peut-être besoin de se construire des séries de Fourier de façon un peu intelligente, en prenant soit des extensions paires, soit des extensions impaires. Voilà. En très résumé, c'est un peu ça qu'on s'est dit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, soirée, et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.